Donc, aborder ensemble comment accompagner son enfant dans une parentalité positive. L'occasion de pouvoir un petit peu remettre les dernières situations actuelles qu'on a pu entendre dans les informations. Je sais que, en tout cas, moi, pour avoir suivi pas mal d'événements, je sais qu'il y a eu pas mal de sujets autour de la parentalité positive. Qu'est-ce qu'on y met derrière? Donc, ce sera l'occasion de ce soir de l'aborder. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, ce qui m'intéressait, c'est que je puisse avoir les âges des enfants que vous avez, hein, ou des enfants, ou si vous êtes professionnel, voilà, bah, du coup, si vous êtes professionnel, ça va être sans doute 0-3 ans. Mais voilà, ça m'intéresse de voir un petit peu les âges des enfants dont on va parler ce soir. Savoir que j'ai axé quand même l'ensemble de mon intervention surtout sur la petite enfance, mais on pourra aller un petit peu sur du plus grand au besoin si on a le temps. Par contre, si vous avez des questions pour du 15 ans, eh ben, faudra commander une conférence sur l'ado. Même si on peut avoir des enfants de 2 ans où ça ressemble beaucoup à de l'ado aussi. Je suis d'accord. Je vois qu'il y a encore quelques petites personnes qui se connectent. Je vais partager mon écran. Ça les fera venir, les retardataires. Alors, Johanna, je compte sur vous pour confirmer que vous voyez ce que je partage. Vous êtes en train de partager votre écran. Formidable. Et hop, diaporama. Tac. Normalement, on voit ma merveilleuse affiche incroyable. On voit tout parfaitement, elle est magnifique. Voilà. Donc, avant de commencer, comme je viens de vous le dire, quel âge a votre ou vos enfants? Et puis, commencer à réfléchir à une action, une situation qui peut se répéter, voilà, qui peut vous mettre en difficulté avec votre enfant ou vos enfants. Commencez à y réfléchir. Si vous avez peur de l'oublier, ça m'étonnerait. Vous pouvez l'écrire quelque part. Vous pouvez, même si vous le souhaitez, commencer à en faire part à Johanna en chat, mais on y reviendra plus tard. Mais c'est toujours bien là de déjà se dire, mais voilà, moi, cette conférence, j'attends quoi? J'ai des besoins, j'ai envie d'avoir des éclairages. J'ose espérer que je pourrais vous en donner. Mais c'est aussi, tiens, bah moi, il y a vraiment une situation en ce moment qui est vraiment difficile avec mon enfant. Je ne comprends pas. Pourtant, j'ai l'impression de mettre tout ce qu'il faut en place et ça ne marche pas. Voilà. Et du coup, on va essayer de traiter le maximum de situations, à savoir que je pense qu'il y en a certaines qui vont s'entrecouper, se rejoindre. Donc, je vous laisse 30 secondes et on rentre dans le vif du sujet. Alors, n'hésitez pas à mettre dans le chat l'âge des enfants. Ah, bon, on a des moyens grands. On a du 1 an, du 2 ans, du 3 ans, du 18 mois. On en a pour tous les goûts. Bon, super. Hop. Alors, bienvenue à vous, parents du 21e siècle. Ah, oui, Maëlys apparemment a bientôt 13 ans. Dites-vous que ça sera pire quand elle en aura 13. Oui, je sais, ça se veut pas rassurant. Mais vous inquiétez pas, vous serez parés pour pouvoir y faire face. Du coup, finalement, quand vous vous rappellerez de ces 3 ans, ce sera nostalgique. Donc, changement de rapport d'autorité. Voilà, nous, on est une nouvelle génération de parents. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Le rapport à l'autorité a changé.
C'est en grande partie lié au fait qu'on a accès à des nouvelles connaissances sur l'enfant, en grande partie grâce à la théorie de l'attachement qui nous a permis de comprendre comment se construisait l'enfant dans son lien avec le parent. C'est-à-dire que un enfant, lorsqu'il naît, il va créer un lien d'attachement qui sera plus ou moins fort, plus ou moins sécurisant en fonction du comportement des parents. Les parents qui vont être à l'écoute, qui vont beaucoup verbaliser, qui vont accompagner l'enfant, vont lui prodiguer un attachement qui va être dit sécure. Des parents qui vont être assez angoissés, qui seront craintifs de plein de choses, qui ne seront pas forcément sécurisants, vont prodiguer un attachement dit insécure. Le fait qu'on ait connaissance de ça, qu'on ait compris comment cela fonctionnait, ça a permis de changer notre regard sur l'enfant. Pendant longtemps, on n'a pas forcément cherché à comprendre. On s'intéressait à l'enfant dès qu'il savait parler, et puis on avait des fausses croyances. Pendant longtemps, par exemple, on croyait que les enfants ne ressentaient pas la douleur, ce qui faisait qu'on les opérait sans anesthésie, puisqu'ils ne ressentaient pas la douleur. Et en fait, non, c'est juste qu'ils étaient tellement en état de choc face à la douleur qu'ils ne manifestaient plus d'émotion, mais cela ne signifie pas qu'ils n'en recevaient pas. Donc pendant très longtemps, on avait un rapport d'autorité assez sévère, assez dur, d'où notre petite photo de la fessée. Et on n'était pas dans la volonté de nuire à l'enfant, on n'était pas non plus dans cette volonté de se dire ah bah tiens, je vais faire souffrir mon enfant, je vais lui mettre une bonne rose, ça lui fera les pieds. Mais plutôt, on était sûr à 100% qu'en faisant ça, on lui permettait d'être une bonne personne. Donc on était dans de la méconnaissance, on n'était pas dans la volonté de nuire, ce qui est important quand même de comprendre. C'est aussi pour ça qu'on ne peut pas forcément en vouloir aux parents, aux grands-parents qui ont pu avoir ce genre de pratique, parce qu'ils le faisaient en pensant faire bien. De plus, on était dans une autorité dite paternelle, c'est-à-dire que c'était l'homme pendant très longtemps qui était le seul à avoir de l'autorité. Ce qui fait que encore maintenant, il peut y avoir quelquefois chez certaines familles ce déséquilibre ou cette attente vis-à-vis de l'homme qui est c'est à l'homme de serrer la vis, c'est à l'homme d'être dur parce qu'on reproduit quelque chose et aussi parce qu'on a l'impression que c'est comme si la femme était gentille, ronde et douce et l'homme était dur, rigide et sévère. Or, finalement, ni l'un ni l'autre ne devrait fonctionner comme ça. On devrait fonctionner en partenaire, en duo de choc et essayer d'appliquer un cadre qui soit sécurisant, mais pas forcément trop sévère ou trop laxiste. On va y revenir. Tout ça pour vous dire que depuis maintenant 3 ans, une loi est passée pour interdire la fessée. Ça a fait beaucoup de remue-ménage dans l'actualité. Il y en a plein qui disaient qu'on retirait l'autorité aux parents, que c'était inadmissible, ça allait faire des enfants rois, etc. Mais ce qu'il est intéressant aussi de voir, c'est que des études ont été démontrées, aussi bien d'un point de vue neuroscientifique que d'un point de vue sociétal, que une fessée aujourd'hui, finalement, n'apporte rien à l'enfant, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas son geste à travers la douleur. Par contre, il comprend que ce qu'il a fait fait que du coup, il a peur de l'adulte et il sait pas bien parce que, enfin, il se sentira pas bien. Mais les apprentissages aujourd'hui, on arrive à comprendre qu'ils fonctionnent quand on vit quelque chose de positif. Donc, l'enfant qui va avoir plaisir à mettre des petits objets, par exemple, dans la petite maison à forme, je vais mettre la croix dans la croix, je vais mettre le rond dans le rond. Une fois qu'il y arrive, il prend du plaisir et le plaisir fait qu'il va vouloir recommencer. Et on les voit, hein, les enfants, les professionnels qui sont là, ou même vous, avec vos enfants, vous voyez comment ils ont plaisir à répéter et répéter quelque chose qu'ils ont intégré. Et c'est la répétition et le plaisir qui leur permettent d'intégrer quelque chose. Par contre, lorsqu'on est sous l'effet de la peur, souvent on n'enregistre que de la peur, mais on n'enregistre pas la notion qui est à côté. Donc on ne se dit pas, ouh là là, je crois que j'ai mis très en colère mon parent, du coup je ne vais pas recommencer car j'ai vécu une grande douleur au niveau de mes fesses. On est plutôt dans, j'ai peur, et ça s'arrête là. Le cerveau de l'enfant est très immature et ne lui permet pas d'avoir ce type de raisonnement malheureusement. Tout cela, on l'a appris grâce aux neurosciences et ça nous a permis du coup, hop, je vais réduire ça, d'avoir une vulgarisation des bonnes pratiques éducatives. Tout ce qui va découler par la suite, il faut savoir que à aucun moment, on va dire que à aucun moment, dans mes propos, je vais vous dire que c'est facile. La parentalité bienveillante, c'est pas des parents qui sont que à l'écoute des enfants et qui leur laissent faire tout ce qu'ils veulent.
Non, une parentalité dite bienveillante, c'est une parentalité qui se veut être dans l'écoute, qui se veut être dans la compréhension d'une situation et surtout pas un rapport de force ou un rapport de dominé-dominant. Ce qui peut être intéressant de se rappeler, c'est entre 0 et 3 ans, il y a un principe de plaisir chez l'enfant dans sa découverte de son environnement et notre théorie d'attachement que je vous ai expliquée ultérieurement. Donc, lorsque l'enfant il fait des choses, ce que nous on va appeler des bêtises, bah lui ça va être du plaisir. Il n'est pas en train de se dire ouh là là, je sens que là, si je renverse toute la farine dans le salon, ce sera une bêtise. Il est dans oh, qu'est-ce que ça fait ce truc partout. Et il va être dans la découverte, dans la réalisation d'une chose. Et après, quand il va voir à la tête de l'adulte, il va comprendre que peut-être qu'il ne fallait pas le faire. Mais à aucun moment, il aura eu la volonté de nuire. Encore une fois, parce que son cerveau est trop immature, il n'est pas capable d'être dans cette réflexion-là. Il faut savoir que la réflexion d'anticiper la réaction de l'autre et savoir que son action va être mauvaise, etc., ça veut dire être capable d'avoir une pensée hypothético-déductive. Il faut savoir la replacer, celle-là, en soirée. Donc, une pensée logico-hypothético-déductive, elle n'apparaît qu'entre 12 et 14 ans. Donc, vous imaginez bien que ça ne concerne pas les enfants de ce soir. Ensuite, à partir de 4 ans, ils ne savent plus trop faire la différence entre ce qui est un besoin d'un désir. Et c'est là où d'ailleurs, pour ceux qui ont des enfants un petit peu plus grands, il y en a des fois, ils vont taper du pied, ils vont vouloir quelque chose. Et ça va être difficile quelquefois de leur signifier le fait que bah, là, en fait, il n'en a pas besoin. Parce que lui, au fond de lui, il en a tellement besoin qu'il en a tellement envie, pardon, qu'il croit qu'il en a besoin. Et là, cette confusion, c'est normal qu'elle apparaisse. Mais en même temps, bah, il est encore très jeune pour savoir faire le distinguo de choses, donc ça va prendre encore un petit peu de temps. Ensuite, à partir de 7 ans, on va parler de l'âge de raison. Euh, Mordre, ça fait mal, etc. Même si on lui a déjà signifié ce genre de choses, même s'il le comprend, même s'il voit l'autre enfant pleurer, jusqu'à 7 ans, ça reste assez flou dans sa tête. C'est pas complètement clair parce que l'imaginaire prend beaucoup de place. D'ailleurs, il y a des enfants, on le voit, quelquefois ils font mal à l'enfant, à un autre enfant, et quand on leur dit, bah regarde, tu lui as fait mal, il dit oui, mais c'était pour de faux. Comme si, parce que son intention n'était pas de vouloir faire mal, bah du coup, l'action n'a pas fait mal. Donc on voit bien que leur cerveau ne leur permet pas de réaliser réellement l'impact de leurs actions. Donc avant 7 ans, c'est très compliqué de tenir rigueur des enfants. Enfin, on le fait, mais en tout cas, l'enfant n'en est pas réellement responsable. D'ailleurs, pénalement, ce n'est qu'à partir de 7 ans qu'on reconnaît les enfants responsables de leurs actes. Alors évidemment, ils n'iront pas en prison, mais c'est juste pour vous dire que on se rend bien compte que les enfants n'ont pas les compétences qu'un adulte a à ce moment-là. Tchouk. Enfin, c'est que à 25 ans que le cerveau atteint sa taille adulte. Quand on sait ça, on ne peut pas, du coup, encore une fois, attendre des choses incroyables auprès de l'enfant, surtout nos petits qui ont moins de 3 ans, alors qu'il leur reste encore 22 ans pour que leur cerveau se développe. C'est colossal. Et quelquefois, des fois, même nous, adultes, on a des comportements où va s'énerver contre les enfants, on va s'emporter, alors que nous, on est adultes, nous, notre cerveau, il est terminé, du moins j'ose espérer pour vous, et pourtant, on va attendre de l'enfant dont le cerveau n'est pas terminé d'avoir un comportement adapté à la situation, alors que nous-mêmes, on s'emporte et nous-mêmes, on s'énerve. Et c'est là où finalement, bah, c'est pas forcément très juste. Alors, je ne dis pas qu'il est facile de savoir rester zen, de ne pas s'emporter, mais c'est juste aussi réussir à avoir plus de recul et plus de bienveillance vis-à-vis des enfants, de se dire, bah oui, en fait, si moi-même, des fois, j'y arrive pas, comment c'est possible pour eux? Bien sûr que c'est dur, bien sûr que ça va prendre du temps. Et le fait d'accepter ça, c'est déjà énorme. Alors, un parent parfait n'existe pas, et oh mon Dieu, tant mieux, parce que sinon, ça mettrait tellement de pression à l'enfant, il faudrait que lui-même soit parfait. Et ça, c'est pas possible. Donc, très bien, si vous n'êtes pas parfait, on n'attend pas ça de vous. Il y a des fois, vous aurez crié, des fois même, vous aurez tapé les enfants. Ce qu'il est important de garder en tête, c'est
on essaye de tendre vers on fait comme on peut, du mieux qu'on peut, et surtout on rediscute de ce que l'on a vécu avec l'enfant. Si à un moment donné on a crié alors qu'on n'aurait pas dû, eh ben c'est de rediscuter avec lui, même s'il est tout petit, et de lui dire, bah voilà, tout à l'heure je me suis emportée, j'étais fatiguée, j'étais en colère, je suis désolée. Le fait qu'on puisse reconnaître cela, ça n'aura pas du tout le même impact auprès de l'enfant que si, au contraire, on estime que c'est normal. Et là, par contre, on va voir de réelles séquelles sur le comportement de l'enfant. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ma petite introduction avant que je poursuive? Non, N'hésitez il n'y pas. a aucune question pour le moment. S'il y en a, surtout n'hésitez pas, c'est le moment jamais. Super. Du coup, à votre avis, les sanctions positives, négatives, collectives, c'est quoi pour vous une sanction? Si vous deviez donner une définition au terme sanction, vous diriez quoi? J'attends vos réponses. Vous pouvez ouvrir le micro ou vous pouvez écrire dans le chat, comme vous voulez. Punition, punir, ok. Est-ce qu'il y en a pour qui ça pourrait être autre qu'une punition ou punir une sanction? Non, ça serait que ça. Eh bien, perdu! Ah là là, je l'adore poser cette question, je l'aime bien. C'est pas sympa, hein. Ah, réparation! Oui! Ne pas aller dans le sens de l'enfant et tenter de lui faire comprendre. Ouais, intéressant. Marqué par l'acte ou par la parole, réparation. Recadrer, c'est pas mal. En tout cas, le terme sanction, c'est un terme qui est neutre. Sauf qu'aujourd'hui, dans notre jargon français, clairement, quand on entend sanction, tout de suite, le synonyme qu'on a en tête, c'est punition. Cependant, une punition, bah, finalement, c'est pas une sanction si on prend vraiment le terme chez le Larousse, le petit Robert ou Wikipédia. Mais une sanction, c'est le fait qu'il y ait une action en lien avec une autre action. Pour ceux qui ont vu les choristes, il y a action, réaction. Mais c'est un petit peu ça l'idée. C'est-à-dire que, voilà, j'ai stationné sur une place et je n'ai pas payé, eh bien, je vais être sanctionnée d'une amende. Mais si j'ai réussi mon permis, je vais être sanctionnée d'un diplôme. Donc, le terme sanction, c'est le fait d'avoir une en lien avec une autre, mais en lien direct. Il y a du cause et de l'effet. Donc, la sanction réparation, j'ai renversé mon verre d'eau, je vais chercher une éponge pour nettoyer. Ça sera également une sanction. La punition, si on regarde la définition derrière pardon, souvent c'est humiliation, ça va être rabaissement, ça va être chantage. On n'est pas dans de l'éducatif, alors que la sanction se veut éducative. Maintenant, évidemment, puisque tout le monde, quand on entend le mot sanction, entend punition, c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Mais une chose sûre, c'est que il est intéressant et important de pouvoir mettre un cadre et quelquefois des sanctions, mais qui ait du sens pour l'enfant. Et il faut voir aussi à partir de quel âge il est intéressant de commencer à en mettre en place. Alors, à votre avis, à partir de quel âge on peut commencer à proposer des sanctions? Par exemple, l'enfant, voilà, il a renversé son verre d'eau. À partir de quel âge on peut lui dire, bah, regarde, tu as renversé ton verre d'eau, est-ce que tu peux aller chercher l'éponge et nettoyer? Est-ce que ça concerne les enfants de ce soir, à votre avis? 3 ans, 2 ans? Eh oui, dès 2 ans, c'est complètement possible. Par contre, l'enfant de 2 ans, on va pas lui dire: «Hé, t'as renversé ton verre d'eau, ça va chercher l'éponge!» Parce que là, pour le coup, bah, il est encore petit, il n'est pas encore réellement coordonné. Il faut savoir que la coordination, la latéralité, elle met beaucoup de temps à se mettre en place. On parle à peu près en moyenne à 6 ans. C'est pour ça d'ailleurs que faire de la corde à sauter, c'est quelque chose qu'on est capable de faire à partir de 6 ans, parce que le mouvement de nos bras est différent du mouvement de nos pieds, comme le fait de pouvoir traverser la rue tout seul.
on parle même de 8 ans, parce que le fait de comprendre qu'il faut bien tourner la tête à gauche, bien tourner la tête à droite, anticiper les déplacements des voitures, tout ça met du temps. Donc imaginez le petit de 2 ans, évidemment, c'est hyper dur. Et en même temps, ça donne sens pour lui. Si on lui dit, bah, là, il y a de l'eau, va chercher l'éponge, c'est évident. Et du coup, il va comprendre de pouvoir le faire. Un enfant qui, par exemple, joue avec un ballon à l'intérieur de l'appartement, ça arrive fréquemment, on lui dit, non, tu n'as pas le droit de faire des ballons à l'intérieur, etc. Il va le refaire. Bah, si on lui dit, bah, écoute, je vois que c'est difficile pour toi de ne pas jouer avec, malheureusement, moi j'ai peur pour les meubles, je vais le ranger et on le ressortira quand on ira. Bah, là, on est dans de la privation, mais dans une situation bien donnée. On ne va pas le priver pour toute la vie. Par contre, si on lui dit, bah, puisque tu ne sais pas que jouer correctement avec le ballon, je vais le crever, bon, bah là, on est dans de la punition réellement. Vous comprenez la nuance? Donc, ce qui est très difficile, c'est de trouver quelles sont les réactions possibles à mettre en place chez les enfants. Quand ils sont si petits, bah, quelquefois, c'est juste faire un rappel à la règle et puis réexpliquer que c'est non et que c'est pas possible. Mais en tout cas, pour du moins de 3 ans, sur certaines situations, les faire s'asseoir et réfléchir à ce qu'ils ont fait, bah, on se rend compte que intellectuellement, ils n'en sont pas encore à cette étape-là. Donc, si on leur demande de s'asseoir et de réfléchir, bah, ils vont juste être en train de se dire, bah, là, je suis assis, je m'ennuie, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis assis? Ils vont se relever, on va leur dire, ah, bah, tu t'es relevé, bah, faut que tu te rassoies. Ils vont se rasseoir et puis ils vont se dire, bon, bah, pourquoi faut que je m'asseye? C'est trop complexe encore pour eux, ils sont trop petits. Par contre, s'ils ne sont pas en capacité de pouvoir faire une action, une activité avec d'autres enfants où ils malmènent quelque chose, où ils jettent tout le temps les jouets, on peut en effet les priver de ces jouets-là à ce moment-là parce qu'ils ne sont pas en capacité de pouvoir les utiliser. Mais c'est là où c'est pas toujours facile de savoir quoi faire. Mais en même temps, il faut aussi bien garder en tête qu'ils restent assez petits et on ne peut pas non plus attendre d'eux des choses dont ils ne sont pas capables. Moi, si je gueule contre le petit de 6 mois et lui dire alors, lève-toi et marche, quand même, hein, tu fais pas d'effort. En fait, il sera bientôt capable de marcher, mais là, à l'âge qu'il a, il n'en est pas encore capable. Ben, c'est un petit peu pareil pour certains comportements. Sauf que autant marcher, ça paraît évident parce qu'on sait qu'en moyenne, les enfants se mettent à marcher autour de 13-14 mois. Il y en a, ils y arrivent avant, il y en a, ils y arrivent après. Autant des comportements de ce type-là, bah, il y a comme une évidence qu'ils le savent déjà, alors que pas du tout. Hop, petite question. Non, c'est pas vécu comme une sanction. En fait, c'est du bon sens. Et plus on va le proposer, euh, et plus ils vont le faire comme un automatisme. Mais par contre, si à chaque fois que l'enfant renverse son verre d'eau, c'est nous qui nettoyons, il ne va pas intégrer le fait que bah, il est responsable de son action. Donc, une sanction, ça responsabilise. C'est aussi ça tout l'enjeu de la sanction. C'est de transmettre un apprentissage. Je sais que si je renverse mon eau, je nettoie. Après, s'il trouve ça amusant, bah, c'est pourquoi pas à ce moment-là de dire bah, je vois que tu as envie de jouer avec de l'eau, allez, on va prendre un saladier, on va prendre des verres d'eau, on va faire du transvasement. Et là, on répond à son besoin de vouloir jouer avec l'eau. Mais il est intéressant et important que lorsque les enfants font des choses, qu'ils puissent, eux, agir et rester acteurs des actions qu'ils font. Et donc, je renverse le pot de fleurs, bah, je vais essayer d'aider, je vais au moins chercher le balai si j'arrive pas à le passer moi-même pour ramasser la terre, et ainsi de suite. Mais par contre, si on le fait à leur place, ils n'intègrent pas forcément que leur action nécessite une réparation. Donc, c'est aussi dans ce sens-là où c'est important de pouvoir le proposer. Pour finir, ouais, une autre question, de rien. Pour finir, ce qu'il est intéressant également de voir, c'est que des sanctions collectives, évidemment, n'ont pas de sens. En général, elles sont injustes et punir un groupe pour un élément ou deux, ça n'a pas de sens. Alors, ça, pour nous, les tout petits, je ne pense pas que ça existe. Je ne pense pas que dans les structures où vous avez mis vos enfants, on met des sanctions collectives. Mais c'est des choses, malheureusement, qu'on va voir plus tard à l'école. Et quelquefois, quand on parle aux professionnels, on leur dit, mais pourquoi vous avez puni tout le monde pour deux qui parlaient? Par exemple, si vous ne vous taisez pas, eh ben, vous irez pas à la récré. Il y en a deux qui parlent, eh ben, puisque c'est comme ça, personne n'ira à la récré. Et quand on demande aux adultes, mais pour quelle raison? Il y a un côté de, bah, puisque ça ne se fait pas pour les autres, donc on attend d'eux qu'ils soient solidaires.
Mais en général, ils vont être solidaires, en effet, mais pas par rapport à ça, mais ils vont être solidaires entre eux contre l'adulte qui va mettre en place des actions, du coup, complètement injustes. Et derrière, donc, ça reste assez inefficace. Et puis, en même temps, il peut y avoir aussi des rivalités qui peuvent se mettre en place entre les enfants, de se dire, bah, toi, t'as pas parlé, tu nous empêchais d'aller à la récré. Donc, finalement, l'objectif qu'on le recherche, notre action n'atteint pas cet objectif, ce qui montre bien que c'est inadapté. Donc, pour réussir à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, il faut toujours se poser la question de quel est le message que je souhaite transmettre à mon enfant. Si on sait clairement quel est le message, et ben à ce moment-là, on essaie de voir si sur nous adultes ça fonctionnerait. Si on appliquait cette même action, est-ce que ça fonctionnerait chez nous les adultes? Si la réponse est oui, c'est que vous êtes proche d'une sanction. Par contre, si l'action chez vous, elle ne marcherait pas, ou vous dites ah non, clairement, moi ça me gonflerait, c'est qu'en général, on frôle plutôt la punition. Voilà, voilà. Alors, le punir ou le gronder s'il n'obéit pas, c'est un petit peu ce que je disais juste avant. Euh, Ils sont trop petits, ça n'aura pas de capacité malheureusement, et ça va générer plus de la peur qu'autre chose. Et aujourd'hui, au niveau des neurosciences, on a la possibilité de voir qu'est-ce qui se passe réellement dans le cerveau lorsqu'on vit une émotion, que ce soit la joie, la sérénité, la peur, la colère. On voit réellement comment ça se passe au niveau du cerveau et on voit quelles sont les zones du cerveau qui sont allumées et aussi si celles-ci ont tendance à se développer ou au contraire s'atrophier. Et on se rend compte que chez les enfants qui vont subir beaucoup de situations maltraitantes, l'hypophyse et l'hypothalamus, qui est la zone du cerveau en lien direct avec les émotions, vont petit à petit être atrophiés. Ce qui montre bien que malheureusement, ces états de stress sont tellement importants qu'ils ne permettent pas chez l'enfant d'avoir une maturité du cerveau saine. Alors, heureusement, on a une plasticité cérébrale. Cela signifie que notre cerveau est plastique et qu'il peut continuellement toujours se développer et apprendre. Mais la première base, elle se fait dans l'enfance. Donc, plus il va vivre des expériences heureuses et mieux ce sera pour lui. À l'inverse, plus il aura des situations où on va que le gronder et que le punir, et plus ce sera difficile pour lui et ça va générer des fragilités. Alors juste pour info, c'est la petite partie difficile de mon intervention, mais pourtant elle est nécessaire parce que elle est quand même importante. C'est quelles sont les violences aujourd'hui répertoriées au niveau de la loi, au niveau des droits de l'enfant. Les droits de l'enfant existent depuis 1989 et ont été appliqués en France en 1990. Donc si on réfléchit, ça va faire très peu de temps, 34 ans. Et encore, certains ne sont pas toujours respectés à 100%. Et malgré ces lois, malgré le fait que tout ça apparaisse, il y a encore beaucoup trop d'enfants qui subissent des violences aujourd'hui. Et donc, les chiffres, je vais vous en donner quelques-uns qui sont de 2023. Alors là, cette vignette, elle est un petit peu indigeste. C'est juste que je vous donne vraiment des chiffres. Aujourd'hui, en moyenne en France, un enfant meurt sous les coups de ses parents toutes les semaines. Donc, ça reste quand même assez conséquent. Alors, avant, c'était une fois tous les 3 jours. Maintenant, ça s'est un petit peu étalé. Mais le fait est qu'on continue à vivre des infanticides. Donc, le fait de parler de violence, c'est pas anodin. En 2021, après Covid, on a répertorié plus de 16% de violences intrafamiliales, ce qui veut dire que ça a augmenté par rapport à l'année d'avant. Et puis en 2022, le 119, qui est le téléphone en lien avec l'enfance maltraitée et en lien avec l'ASE, donc l'aide sociale à l'enfance, a répertorié plus de 40 000 cas d'enfants en danger ou en risque de danger. Donc ça reste quand même colossal. Si on interroge les adultes aujourd'hui, on estime que 24% d'entre eux ont été victimes de maltraitance grave. Donc 24% des Français de plus de 18 ans, ça représente une personne sur 4. C'est pour ça que finalement, là, on parle de parentalité positive dans le sens où ça serait important et urgent de pouvoir réduire ces chiffres. J'allume, paf, et la lumière fut. Au niveau de d'autres violences, il y a les violences sexuelles. Chaque année, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles au sein de leur et la plupart du temps, ça reste au sein de la famille. Et c'est ça aussi qui est triste. Mais 70% des cas, 77 pardon, % des cas, c'est dans la famille. Donc malheureusement,
Enfin, on ne peut pas pointer du doigt, c'est à l'école, c'est les autres, etc. La plupart du temps, c'est des choses qui sont vécues comme celle-ci. Et puis, les enfants porteurs de handicap ont jusqu'à presque 3 fois plus de risques d'être victimes de violences. Et chaque année, on va avoir également des violences chez les personnes qui pratiquent du sport. Donc, toutes les activités un peu extrascolaires, ça concerne un enfant sur 7. Et numériquement, normalement, vos enfants ne sont pas encore concernés, sauf si vous avez, sauf s'il y a parmi nous des baby YouTubers, des baby TikTokers, mais je ne pense pas réellement. Mais il y en a quand même 31% des parents qui ont participé à l'enquête disent que leurs enfants ont été au moins victimes une fois de cyberharcèlement. Donc, la violence, qu'elle soit dans les familles, qu'elle soit à l'école, qu'elle soit à la crèche, peu importe, malheureusement, elle est encore très présente. Et c'est en se posant des questions sur comment accompagner nos enfants, comment faire quand ils nous énervent, comment faire pour réguler tout ça. Et si on arrive à se poser ces questions-là, à réduire au maximum, qu'on va tendre vers du plus. Même si je sais que des fois, c'est pas toujours facile. Alors, c'est quoi, à votre avis, la différence entre autorité et autoritarisme? Si vous deviez donner une définition très simple, hein, très succincte, autorité, autoritarisme. Alors, pas d'idée? Ça y est, je vous ai perdu, vous êtes endormi. Oh non, il est trop tôt pour ça. Autorité naturelle, très bien. Et qu'est-ce qu'on dirait de l'autoritarisme? Mhm. Par la force, excès d'autorité. Excellent. On est bien d'accord. Donc, exercer une autorité, bah, en fait, c'est le fait que ce soit, voilà, autoritarisme, trop bien. Quand on exerce une autorité dite naturelle, c'est que on reconnaît en nous le fait d'exercer cette autorité, d'avoir du pouvoir. Dans autorité, derrière, il y a notion de pouvoir. On voit bien d'ailleurs, hein, nos petits-enfants, là, ceux qui commencent à avoir 18 mois à 2 ans, ils veulent avoir du pouvoir, ils viennent gratter. Et quand ils commencent à faire non, c'est une manière de dire, moi aussi, je veux du pouvoir, je vois bien que je te casse les pieds quand je fais ça. Donc, cette notion de pouvoir, elle est reconnue et elle est normale. C'est-à-dire que bah, je reconnais que là, le policier qui m'a mis ma contravention, etc., eh ben, il a le droit d'exercer cette autorité-là sur moi, même si ça me casse les pieds. Par contre, s'il me crève les pneus de la voiture, là, on est bien d'accord que c'est hors cadre, ce n'est plus normal. Et là, on bascule dans de l'autoritarisme. Donc, on est dans de la pouvoir. Et les enfants peuvent également être là-dedans. Il y en a plein hein, qui cherchent à abuser du pouvoir et il y en a chez qui malheureusement ça fonctionne. Les parents qui vont dire oh mais si je lui donne pas des frites tous les soirs, il refuse de manger. Oui, très bien. Bah, continuez alors. Continuez à faire des frites tous les soirs. Donc c'est là où des fois c'est pas toujours facile hein, de savoir jusqu'où on peut les laisser avoir du pouvoir et jusqu'où on est dans de l'abus de pouvoir. On va justement voir ça sur notre petit curseur. Comment faire? Comment qu'on fait? Donc, voici 3 situations. La petite étoile, elle représente l'enfant. Le cadre bleu autour, ça représente l'autorité. Donc, on a un premier cadre avec une petite étoile, un deuxième avec une très grosse étoile, et un troisième avec une étoile plus ou moins proportionnée par rapport au cadre bleu. Qu'est-ce que vous diriez? Comment il s'appelle le premier cadre selon vous? Avec la petite étoile, et le deuxième avec la très grande étoile. Vous diriez que c'est quel genre de cadre, quel genre d'autorité? Un, manque d'autorité. Deux, autoritarisme. Trois, autorité. C'est pas mal. Alors du coup, j'ai du mal proposer mes choses. L'étoile, ça représente l'enfant.
Et le cadre bleu, ça représente l'autorité. Ça veut dire que l'enfant, il est tout petit dans le premier cadre et dans le deuxième, il est très, très grand. Donc, c'est exactement les termes que vous avez dit, mais ça va être dans l'autre sens. Mais sans doute, je n'avais pas dû être claire sur mes propos. Donc, le premier cadre, en effet, euh, le premier cadre, il y a trop d'autorité. Ce qui fait qu'on est dans un cadre strict, sévère, ce qui fait que l'enfant, il est tout petit, il n'a pas la place. Dans le deuxième, on est dans du laxisme. Clairement, l'enfant prend toute la place. Et dans le troisième, on est dans une autorité dite juste, dite idéale, le monde parfait, le monde des bisounours, qui évidemment n'existe pas. Alors, l'autoritarisme, ça veut dire trop d'autorité. L'autoritarisme, on est dans de l'abus de pouvoir. Clairement, on est. Donc là, il n'y a pas d'autoritarisme dans les cadres que j'ai proposés. On est plutôt dans le premier sévère, le deuxième laxisme et le troisième idéal. L'abus de pouvoir, il y aurait limite, il y a quasiment plus d'étoiles, c'est-à-dire on est complètement écrasé. On voit bien tous les systèmes de dictature aujourd'hui, on abuse du pouvoir, on fait ce qu'on veut et on s'en fout de ce que disent les autres. Malheureusement, il y a plein de pays comme ça avec des dictateurs et qui font tout et n'importe quoi, ils abusent clairement de leur pouvoir, ils sont hors cadre. Là, on est plutôt dans quelqu'un qui est strict, qui est sévère, elle abuse pas de son pouvoir, mais elle l'utilise beaucoup. Vous comprenez la nuance. Donc, sur notre curseur, on est dans pas du tout de pouvoir, enfin, quasiment rien, on est trop laxiste. Beaucoup trop, on est sévère. Par contre, si on sort à l'extrême, on serait dans l'autoritarisme. Donc là, par rapport à nos trois petits cadres, le bon cadre d'autorité, ça serait le troisième. Mais ce qu'il est important que vous gardiez en tête, c'est que en fait, on va se rapprocher du cadre idéal le plus de fois possible, mais c'est impossible de l'avoir tout le temps. C'est impossible. Parce qu'on n'est pas des machines. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de parents parfaits. Et il y a des fois, ben, on craque. Des fois, on dit à l'enfant, tu veux rien manger ce soir? Tu veux manger que des pâtes? Eh ben, vas-y, on va faire que des pâtes. Tant pis pour la soupe que j'ai mis 2 heures à préparer. Et à l'inverse, des fois, il va faire un tout petit truc, ça va nous mettre en colère parce qu'on a passé une sale journée. Malheureusement, ça sera pour lui. Ben non, parce que puisque c'est comme ça, eh ben non, eh ben ce soir, tu veux pas, eh ben tant pis, tu mangeras rien, tu vas au lit, et puis etc., etc. Et voilà, bah, c'est ça la vie. Par contre, si on n'est que dans l'un ou que dans l'autre tout le temps, c'est là où c'est dommageable. Si tous les soirs, je gueule contre mon enfant, je lui interdis tout, je le prive de ci, je me fâche pour ça, là, je serai que dans un cadre que sévère. Et là, comme on peut le voir, l'enfant est trop petit. À l'inverse, si à chaque fois que l'enfant, je cherche à mettre un cadre, mais il me dit, oh non, 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 et puis du coup, je lâche à chaque fois et que je suis trop laxiste tout le temps, malheureusement, l'enfant prend toute la place et il risque d'être en danger puisqu'il ne saura pas où sont les limites. En règle bah, le parent, il oscille entre les deux. Il y a des fois, il est un peu trop sévère, des fois, il est un peu trop cool. Et c'est la balance entre les deux qui va nous permettre de nous diriger le plus possible vers l'idéal. Il y a des fois, il n'y a pas de prise de tête et ça roule, et tant mieux, et ça fait du bien. Et puis, des fois, ça ne fonctionne pas. Le tout, c'est que on puisse se poser la question de qu'est-ce qui a fait que ce soir, ça n'a pas fonctionné? Comment moi je suis? Dans quel état j'étais avant? Qu'est-ce qui a fait que je me suis énervée? Qu'est-ce que je pourrais faire pour les prochaines fois? Et c'est ça la parentalité bienveillante. La parentalité bienveillante, c'est pas le parent parfait. La parentalité bienveillante, c'est un parent qui se remet en question et qui cherche à modifier des choses où il sent que ça n'a pas été OK. C'est surtout ça la parentalité bienveillante. Est-ce qu'il y a des questions avant que j'attaque du coup les émotions? Pour le moment, il n'y a pas de questions dans le chat, mais n'hésitez pas à en poser par micro si vous voulez. Alors c'est parti. Qu'est-ce qu'une émotion? Moi, je trouve grognon. Gna, gna, gna. Donc la place des émotions dans notre société. Ah, les garçons, c'est courageux, ils n'ont peur de rien. Ah, les filles, ça ne se met pas en colère, elles sont sages comme des images. Évidemment, hein, c'est bien connu. Une fille, ça peut pas être courageuse. Bah non, puisque c'est une fille. Puis un garçon, ça ne pleure jamais. Évidemment que non, ça ne concerne que les filles. Aujourd'hui, les émotions dans notre société, ce qui est chouette, c'est que du fait qu'on se pose plus de questions, du fait qu'on ait une meilleure connaissance du cerveau, il y a une plus grande acceptation des émotions, de leur place. On leur donne une meilleure place, mais
on a quand même encore une vie assez dure, c'est-à-dire que on a des vieilles habitudes par rapport aux émotions qui est on est encore beaucoup ancré dans les stéréotypes et aussi dans le fait que montrer ses émotions, ça reste une faiblesse. On va y revenir, mais notre société n'est pas facilitante. Ce qu'il est intéressant de voir dans l'histoire de la France, c'est que on reste un pays où on est encore sous le joug de notre histoire, de notre culture catholique, parce que quand même pendant très longtemps, jusqu'à la Révolution française, on était sous le joug catholique. Et puis encore maintenant, si on regarde notre calendrier, ça reste un calendrier avec des fêtes catholiques. Même si certaines sociétés aujourd'hui, des entreprises acceptent que d'autres fêtes religieuses puissent être célébrées et que ça soit être pris comme d'autres jours fériés et que les jours fériés catholiques soient travaillés. Bref, il y a des petits micmacs, mais dans le privé. Mais dans le service public, on est encore beaucoup en lien avec cette culture catholique. Et donc, dans la culture catholique, il faut savoir que dans nos 7 péchés capitaux, eh bien, ce sont essentiellement des émotions, dont la colère fait partie. Aussi, pendant très longtemps, il y avait quand même un message qui était si vous avez des émotions, c'est un péché, c'est mal, et il ne faut surtout pas en avoir. C'est aussi l'une des raisons qui explique pourquoi c'est si difficile pour beaucoup de personnes de pouvoir exprimer ces émotions. Parce que c'était mal vu. Et aussi parce que on ne devrait pas en avoir, comme si tout avoir sous contrôle, c'est la normalité. Alors que finalement, nos émotions, on va y venir un petit peu après, ce sont nos alliés. Elles sont là pour nous expliquer finalement comment on fonctionne. Les animaux eux-mêmes ont des émotions. On peut voir quand un chien il est content, ou au contraire quand il est craintif. On peut voir n'importe quel animal, voir dans quel état émotionnel ils sont. Donc si les animaux ont des émotions, c'est aussi des indicateurs de vie, de compréhension. Et c'est chouette de pouvoir en avoir et de les exprimer. Pour en venir à nos petits stéréotypes, il y a une grande étude qui a été faite sur les pleurs de bébés. Et en gros, c'était une étude qui avait été faite auprès de plus de 6000 personnes où on leur faisait entendre des pleurs de bébés et on leur montrait une photo de bébé. Et une partie du groupe, on leur avait montré une photo où clairement c'était un bébé fille et on leur demandait à votre avis pour quelle raison ce bébé pleure-t-il. Et dans 95% des réponses, on disait mais parce qu'elle était triste. Et lorsqu'on montrait une autre photo de bébé, et c'était exactement le même pleur, et là on disait que c'était un garçon, et bien là, dans plus de 90% des réponses, il y avait pourquoi il pleure, mais parce qu'il est en colère. Donc on voit bien aussi qu'on va interpréter des comportements chez les enfants par rapport à leur sexe, on va leur associer des émotions plus que d'autres. Moi, par exemple, je suis maman de 2 filles. Tout le temps, on m'a dit, oh là là, qu'est-ce que ça doit être calme chez toi. Et du coup, moi, j'ai envie de dire, mais venez chez moi et on en reparle. Et à l'inverse, il y en a qui ont 2 garçons et on va leur dire, ah là là, oh, ça doit être agité chez toi. Et pourquoi en fait? Donc, on voit bien que les stéréotypes ont encore la vie dure. Si on devait comparer les émotions à un tableau de bord, euh, hop, je vous présente le tableau de bord d'une voiture. Comme vous pouvez le voir, bon, je le roule un petit peu vite, je le reconnais. Mais ce tableau de bord me permet de savoir dans quel état émotionnel je suis. Donc, si je mets un voile sur mon tableau de bord, si je mets une serviette dessus pendant que je conduis, je ne sais pas si je roule à la bonne vitesse, je ne sais pas s'il me reste de l'essence, je ne sais pas si j'ai mis une clignotant, je n'ai aucune information. Alors certes, je vais pouvoir conduire ma voiture, mais jusqu'où, dans quel état et quel stress. Par contre, si je retire le voile, ça me permet de savoir clairement qu'est-ce qui se passe en moi. Donc c'est en ça où c'est important de pouvoir aussi être à l'écoute de soi et de se dire dans quel état émotionnel moi je suis. Et si on arrive soi-même à comprendre comment on est, on arrivera également à pouvoir accompagner son enfant et à identifier quelle émotion lui-même il a. Si je devais donner une définition de l'émotion, on a E pour extérieur, motion pour mouvement, et une émotion en général, c'est une tension qui doit être libérée pour trouver un état d'apaisement. Question pour un champion. Qui va trouver la bonne réponse? Combien de temps ça dure une émotion en moyenne? En moyenne. Une émotion, une petite émotion. Pas la grosse colère de je n'ai pas eu de chocolat. Une émotion comme ça, lambda.
8 secondes, 3 minutes, 30 secondes, 10 secondes, 1 minute. C'est pas mal tout ça. Eh bien oui, selon nos recherches en neurosciences, en moyenne, une émotion dure 1 minute 30. Et ouais, c'est pas mal quand même. Donc, il y en a qui vont dire, mais pas du tout, il y en a chez qui ça dure à peine de temps, etc. C'est la moyenne. C'est possible que ça dure moins. Si ça dure vraiment, vraiment plus longtemps, on ne parle plus d'émotion, mais on parle de sentiments. Voilà, j'ai perdu mon grand-père il y a peu de temps, j'étais très triste. Du coup, c'est pas juste une émotion qui dure 90 secondes. Là, c'est clairement, je me sens triste, je suis triste. Là, on est dans du sentiment. Mais chez les enfants, la plupart du temps, on parle quand même d'émotions plus que de sentiments, sauf s'ils vivent un événement qui peut être très difficile. Et donc, notre petite émotion, elle fonctionne comme ça. Il y a la charge, ça monte. Ensuite, il y a la tension. Et ensuite, il y a la décharge. Par exemple, vous croisez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis hyper longtemps dans la rue, vous êtes hyper content. Super, salut, comment ça va? On peut avoir cette émotion de cette rencontre inattendue, on se fait la bise, on est content, on papote, et puis hop, ça se redécharge. On n'est pas comme ça tendu pendant des heures. Sinon, c'est qu'il y a un problème. Faudra aller consulter dans ces cas-là. Mais pour vous dire que, en moyenne, voilà, amusez à se cacher derrière la porte pour vous faire peur, il faut bout, vous allez avoir peur, vous voyez bien que vous allez avoir peur, le temps que votre cœur se mette à rebattre à un rythme cardiaque normal, il se sera passé à peu près 90 secondes. Donc quand on a la charge, la tension et la décharge, l'émotion, c'est comme une vague, ça va et ça repart. Mais c'est quand il n'y a pas de décharge que ça pique. Et oui, il y a mon bloc qui est apparu avant le reste. Donc, on a notre petite charge, on a notre tension, et puis paf, ça bloque. Il n'y a pas la décharge. Et c'est là où malheureusement ça peut piquer. Par exemple, l'enfant il est avec vous, on est dans le parc, on rigole, on joue, et puis là, mince, il court, il tombe. Et nous on lui dit, mais non, c'est rien. Du coup, il ne s'autorise pas peut-être à pleurer, ou peut-être qu'il a eu honte, en tout cas, il vit sans doute une émotion. Mais le fait qu'on dise ce n'est rien, ça sous-entend donc qu'il n'y a pas d'émotion puisqu'il n'y a rien. Et donc, quelquefois, les enfants, ils se retiennent. Sauf que l'émotion, si elle n'a pas déchargé, elle est encore là. Donc, on a le phénomène d'escalade qui risque de se passer ensuite. On a eu donc notre émotion, on a bloqué, et puis du coup, derrière, il suffit qu'il se mette à jouer dans le petit bac à sable, et puis là, il se prend un coup de pelle sur la tête. Le pauvre, c'est pas sa journée, franchement. Donc, de nouveau, il y a une émotion, et là, on lui dit, oui, 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 attends, on se calme, on ne pleure pas, c'est pas grave. Donc, il bloque, mais après, il suffit qu'il se passe quoi que ce soit, et là, c'est l'explosion, le fameux volcan incroyable qui se met en éruption. Ce qui montre bien que quelquefois, ça peut être aussi ça les explications que votre enfin, pour des situations que vous vivez avec votre enfant où tout se passe bien et d'un coup, c'est disproportionné. Un enfant qui a une réaction disproportionnée, c'est souvent que finalement, c'est pas cette action-là qui a fait qu'il explose, c'est qu'il y a eu un cumul de plein de choses et que malheureusement, il n'a pas déchargé. Quelquefois aussi, l'enfant lui-même bloque parce qu'il n'a pas envie de pleurer, parce qu'il a honte, parce qu'il ne veut pas, il est gêné ou parce qu'il n'a pas l'espace, peu importe les raisons. Mais ce n'est pas forcément que à force d'adulte, évidemment, c'est multifactoriel. Et donc, après, quand il y a l'explosion, dites-vous que quand c'est vraiment disproportionné, c'est que souvent, il y a eu plusieurs choses. Et quand ils sont petits, ils ne sont pas en capacité de pouvoir se rappeler de toutes les petites choses qui les ont agacés, mais leur corps, eux, ils ont bien gardé au fond d'eux tout ça, et c'est ça qui va être compliqué par la suite. Bien sûr, la fatigue. La fatigue, ah là là, qu'est-ce qu'elle est sympa celle-là. Quand elle arrive, hein, surtout quand elle est déjà chez nous, on est au top du top, mais alors si l'enfant il est fatigué, et puis c'est surtout qu'en plus, quelquefois, il bascule du côté obscur de la force lorsque l'enfant il est fatigué, parce que il peut être assez excité, assez énervé, énervant du coup, mais on peut aussi ne pas voir qu'il est fatigué, parce qu'il montre des signes d'excitation ou des signes d'activité où on a l'impression qu'en fait il tient encore, mais en fait non, il est cuit.
il s'est transformé en gremlins. Mais pas le gremlins avec des poils, celui qui est tout vert, tout gluant. Mais du coup, que faudrait-il dire plutôt que c'est rien quand il tombe? On pourrait lui dire c'est bien fait pour toi. Non, je plaisante, c'était une boutade. Alors justement, excellente question. Qui pourrait y répondre? Qu'est-ce qu'on peut dire quand un enfant tombe? Alors que clairement, des fois, c'est vrai, hein, c'est rien. On voit bien, il ne saigne pas ou quoi que ce soit. Mais pourtant, il a eu une petite peine de cœur. Il est triste sur son petit cœur parce qu'il a honte d'être tombé. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Lui demander ce qu'il ressent. Très bien. Alors, dans le cas où il est en capacité de pouvoir parler, ça fonctionne. Lui demander ce qu'il ressent, est-ce qu'il a mal, comment il se sent. Dans le cas où il parle, ou sinon il est trop dégoûté d'être tombé, on peut aussi émettre des suppositions. On peut dire ah bah mince, c'est tombé, ah bah c'est vrai que c'est pas agréable, hein, on voulait pas le rassurer, disons que je comprends, que je suis là, c'est très bien, nommer différentes choses qu'il a pu ressentir, exactement. Et après, des fois, c'est le, c'est le souci, le main, il a 22 mois. Et oui, on peut le prendre dans ses bras, lui dire est-ce que tu veux un câlin? Parce que quelquefois, l'enfant, il n'y a vraiment rien, et si on le prend dans nos bras, on peut lui sous-entendre qu'il y a quelque chose alors que des fois, il n'y a pas. C'est là où c'est vraiment pas facile. On ne peut pas copier-coller une réaction à chaque situation. Ce serait tellement facile. Ce serait confortable. Bon, il se passe ça, on fait ça. Il se passe ça, on fait ça. Mais en fait, il peut y avoir, c'est multifactoriel. Mais c'est déjà de lui dire, est-ce que tu veux un câlin? Oui, non. Ah bah mince, t'es tombé, c'est pas agréable. Mais rien que ça, c'est déjà énorme. Oh, bah oui, peut-être que tu voulais pas tomber. Et puis de dire, est-ce que tu veux un petit bisou magique? Est-ce qu'on met de la pommade magique sur le genou s'il est tombé là, etc. Et puis, il y en a des fois, ils nous regardent. Si on lui dit, est-ce que ça va? Ils repartent en courant. Mais par contre, si on dit, c'est rien, alors que pour l'enfant, c'était quelque chose, eh ben, on va à l'encontre de ce qu'il ressent. Les enfants, après, ils ne savent plus ce qu'ils ressentent. Ils n'arrivent plus à s'écouter parce qu'on leur dit l'inverse de ce qu'ils ressentent. Et c'est là où c'est difficile. Mais après, nous, quand on est nos parents, ils n'étaient pas du genre à dire bah alors, ça va? Est-ce que tu veux un câlin? Mince, tu es tombé, ça doit être dur pour toi. On avait soit le discours de ah ça va, c'est bon, tu t'en remettras, ou ah ça va, ou ah mais ne pleure pas. On était quand même beaucoup dans l'interdiction de pouvoir vivre ça parce que l'adulte estimait que c'était pas grave, ou on pouvait avoir des fois des surréactions de oh mon pauvre, qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es blessé, etc. Donc on était dans la surprotection et là c'était pas c'était pas bon non plus. Donc c'est aussi ça qui est difficile pour nos parents, c'est qu'on n'a pas forcément eu de modèle qu'on a envie de reproduire et du coup bah tout est à faire. Eh oui. Alors le rôle des émotions, à votre avis, autre question pour un champion, à quoi ça sert la joie? Alors me dites pas ça sert à être joyeux. Bah, la joie, ça sert à être content. À quoi ça sert d'être vivre de la joie, qui reste une émotion sacrément chouette, hein. À créer du lien, à extérioriser, générer de l'endorphine. Ouais. Le prendre dans ses... Ouais, ça c'est j'ai l'autre réponse. Tchouk. Catharsis à partager. Exactement. La joie, l'objectif de la joie, c'est de pouvoir sortir évidemment ce que l'on vit, mais on est beaucoup dans le partage. Si vous réfléchissez, dès que vous avez une bonne nouvelle, très souvent, la chose que vous avez envie de faire, c'est de le crier au monde entier. Donc la joie, il y a vraiment ce côté-là où on a envie de partager notre joie. Donc, chaque émotion a un rôle et la joie permet de se sentir bien. Ça favorise du coup l'apprentissage et de donner du sens à sa vie. En général, c'est une photo qui parle bien. En tout cas, moi, j'ai un mari fouteux et qui, du coup, a beaucoup de joie
quand il regarde ses matchs, surtout quand son équipe gagne. Il va écrire à ses copains ou il va regarder les matchs avec ses amis, etc. Et ils vont tous se serrer dans leurs bras, chose qu'ils vont pas forcément faire dans d'autres situations. Mais on voit bien qu'on a envie de partager, de crier à la terre entière tout ça. À quoi ça sert la colère? Joie, colère, en général, vous savez. Il y en a d'autres pour qui ça va être un peu plus dur. La même chose. Eh ben non, chaque émotion a une fonction et elles sont toutes différentes. Se faire entendre, c'est pas mal. Quoi d'autre encore? À se défouler, à s'affirmer, à extérioriser, à exprimer son mécontentement, c'est exactement ça. La colère, ça sert à dire qu'on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord et très souvent, on trouve injuste. C'est pour ça que vos enfants, ils se roulent par terre. C'est injuste. Vous n'auriez pas acheté le 3e pain au chocolat. Ça se fait pas, franchement. Donc la colère, même nous adultes, hein, à chaque fois qu'on vit une injustice, c'est ça qui nous met en colère. Quand on trouve qu'il y a un truc qui est vraiment pas juste, c'est ça qui nous met vraiment dedans. Donc, c'est une manière aussi de se faire respecter, de mettre des limites et aussi de maintenir un lien. Donc, le fait que je me mette en opposition avec l'autre, je suis en conflit, mais c'est une manière aussi de dire, je veux qu'on reste en lien dur, mais rappelez-vous, l'enfant ne sait pas encore faire la différence entre le bien et le mal. Donc, lorsqu'il s'oppose à vous, c'est une manière de dire, bah, restons en lien. Alors, certes, pas de la meilleure manière, mais petit à petit, c'est de recréer un lien en lui disant, tu n'es pas obligé d'être contre moi pour qu'on puisse être... Et la tristesse, alors, ah mince, j'ai affiché. La tristesse. Ah là, celui-là, il est dur. Tout le monde ne trouve pas. Frustration, non. C'est pas mal, mais c'est pas ça. Recherche de soutien, montrer que l'on est affecté, c'est pas mal. Surmonter les difficultés, on est pas mal, on est pas mal, l'incompréhension, mais ça va pas être ça. C'est pas la peur non plus. La peur, ça sera la peur. Ça sera encore autre chose. Qu'est-ce qui fait qu'on pleure? Hmm. C'est l'émotion la plus difficile parce que c'est celle dont on parle le moins. Contrarier, évacuer. Alors, évacuer, c'est le principe de toutes les émotions. Ça permet de décharger, évacuer. Demander de l'aide, ça sera après. Mais le fait de pleurer, parce qu'on a eu mal, là, on est dans du réflexe, équilibre pH, j'aime bien, c'est pas mal. Mais personne n'a réellement trouvé encore. Accepter la peine, pas mal du tout. C'est l'acceptation d'une situation. Lorsqu'on pleure, c'est une manière de dire j'ai accepté que c'était terminé. En général, on pleure parce que on a perdu quelque chose, on est dans un deuil. J'ai pas eu mon bonbon à la boulangerie, donc je pleure. Ou on est séparé. Donc séparation, perte. On est surtout là-dessus lorsqu'on pleure. Après, c'est des situations qui sont difficiles et derrière, on a besoin d'aide, on a besoin de réconfort, tout ça. Mais ça, c'est dans un second temps. Dans un premier temps, lorsque je me mets à pleurer, c'est une manière de dire, j'ai compris que c'était terminé. J'ai compris que j'allais être séparée de mon papa, de ma maman en allant à la crèche. C'est pour ça que je pleure. Mais je ne pleure pas pour changer la situation, je pleure pour donner l'information que j'ai compris l'information. Et ça, c'est toute la subtilité. Ou quelquefois, on va surinterpréter le comportement de l'enfant en se disant bah, il pleure, il cherche à me manipuler et que je change mon comportement. Non, il pleure pour dire qu'il a compris que bah, c'était terminé, c'était fini. Moi, nous adultes, c'est la même chose. Lorsqu'on pleure, c'est parce que la situation est triste, parce que bah, c'est terminé, c'est fini, ou on est séparé de quelqu'un pendant un certain temps, etc. Donc, ça permet de se libérer, d'accepter une situation, souvent une séparation et un deuil. Du coup, je vous propose une petite vidéo pour bien illustrer cela, parce que c'est pas toujours facile la situation de la tristesse chez l'enfant, d'autant plus que
nous adultes, on n'a pas toujours été forcément accompagnés dans nos tristesses et que quand on sent l'enfant qui est triste, ça nous met souvent en grande difficulté, on stresse beaucoup, on a envie que ça s'arrête parce que on se dit que c'est terrible et finalement, on n'accompagne pas toujours comme il se doit cette petite tristesse, mais parce qu'on n'est pas forcément outillé non plus. Je vous montre le film et on débriefe après. J'espère que vous allez entendre. Johanna, je compte sur vous pour m'écrire si ça fonctionne pas. Alors juste, je vous remets peut-être le contexte parce que je suis en train de me dire, mais en fait. Donc là, c'est une petite vidéo qui est issue du film Vice Versa, qui est très intéressant, qui justement parle des émotions dans le cerveau. Il va y avoir le 2 bientôt qui va sortir. Et là, on est dans le cerveau de la petite fille. Et en gros, la petite fille commence à oublier des choses. Donc là, on est dans la partie de la mémoire. Et le petit personnage que l'on voit là, qui crie et qui pleure, je vais remettre au début, c'est son ami imaginaire. Et du coup, bah, son ami imaginaire, il commence à passer dans les oubliettes. Donc, il commence à être basculé à la poubelle parce que finalement la mémoire petit à petit bah, se déleste des choses dont on ne se rappelle plus. Donc on est face à cet ami imaginaire et il est en train de comprendre que la petite fille commence à ne plus se rappeler de lui. Ça va, ça t'arrange pas, on peut tout faire ici. Et pour ça, il faut qu'on amène-moi vite à la gare. Moi, je voulais partir en voyage avec elle. Eh, c'est châtelier, hein. Voilà le mot déguisé. Tu vas nous montrer le chemin de la gare. Et toi, on va tous y aller. Bon, ce sera amusant. On va faire un truc jusqu'à Désolé, c'était tout ce qui me restait de Ryan. Oh, des aventures fabuleuses. Une fois, on a même remonté le temps, on a pris 2 petits déjeuners chez toi. Donc, c'est ma meilleure amie. Voilà, suivez-moi. Je pense que le son on l'entend vaguement, mais on l'entend pas très très bien. Ah, ça y est, je viens d'entendre, je voyais les petits messages. On peut Ouais, augmenter le son. Ah, voilà, j'ai demandé si on pouvait augmenter le son ou quelque chose, parce que du coup, on n'entend pas très 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 bien. Alors, comme moi, je capte pas très bien, du coup, je savais pas si ça venait de moi ou pas, mais je peux remettre. Bon, en gros, pour vous illustrer un petit peu l'image, je peux le remettre, mais sinon, je peux réexpliquer l'histoire. Hop, je vais remettre, en gros, juste ici. Je vais remettre le son plus fort. Juste, les deux personnages, le personnage jaune, c'est joie. Donc, c'est l'émotion de la joie. Et le personnage bleu, c'est la tristesse. Et comme on peut le voir, la joie fait plein de grimaces. Elle essaye de divertir cet ami imaginaire qui est triste, alors que la tristesse bah, va accueillir justement sa tristesse. Et on voit bien que quelque chose fonctionne et que l'autre chose ne fonctionne pas. Je vous remets les 30 dernières secondes et j'ai mis mon son au maximum en espérant que ça marche. Tu vas nous montrer le chemin de la gare. Et toi, on va tous y aller. Bon, ce sera amusant. On va faire un truc jusqu'à la gare. Dommage qu'il ait fait d'afficher c'est pas. Dans les déclarations de vie. C'est fou. La tristesse. La grave, pas les choses. Désolé, c'était tout ce qui me restait de Ryan.
c'est dur, vous avez de belles aventures. Oh, des aventures. Ouais, ça marche pas. Bon. Oh, Bon, c'était juste, ce sont des images que vous pouvez retrouver. Soit vous regardez le film, soit vous tapez juste passage de la tristesse sur vice-versa. En gros, on voit bien que là, la tristesse va lui dire, bah voilà, c'était triste que tu aies perdu ta fusée, parce que la fusée donc est partie aux oubliettes de la mémoire. Il dit, bah oui, elle lui dit, j'ai dû vivre tellement de belles choses. Donc, elle est en train d'accueillir ce qu'il a vécu. Elle est en train de dire, bah, c'est vrai que tout ce que tu as fait avec elle, ça devait être tellement chouette. Donc, il va relater. Bah oui, on a même une fois remonté le temps et on a pris 2 petits-déj. Et oui, oui, c'est triste tout ça. Et du coup, il se met à pleurer. Donc, il pleure des bonbons. Et après, on voit Joie qui est là, oh là là, oh là là. Et finalement, ça lui a fait du bien. Parce que du coup, on a accueilli ce qu'il a vécu à ce moment-là. Alors que toutes les diversions de lui faire des grimaces ou des guilis n'ont pas fonctionné, puisque lorsqu'on fait des grimaces ou des guilis, c'est certes une diversion, mais on ne permet pas la décharge de la tristesse à ce moment-là. Donc, quand un enfant pleure, bah, le fait de le prendre dans ses bras, le fait de lui dire, bah oui, c'est dur, bah oui, t'es triste, c'est une manière de l'accompagner dans la décharge de sa tristesse. Mais si on veut faire diversion, certes, la tristesse peut s'arrêter, mais rappelez-vous, on va être plutôt être dans une action qui va bloquer, mais pas forcément qui va décharger à ce moment-là. Et donc, c'est en ça où ce petit passage est intéressant, parce qu'on voit bien que la joie, ça fonctionne pas, alors que quand on est dans la tristesse, parce que c'est ce dont la personne a besoin à ce moment-là, ça permet la décharge et on peut après avancer. Est-ce que question par rapport à la tristesse? Eh bien, on continue alors. Alors, la peur, elle va nous permettre de nous protéger des dangers. Si quelqu'un n'a jamais peur, bah, clairement, il risque malheureusement de se mettre en danger et ça risque d'être compliqué. Le dégoût, ça va être la même chose. On va se protéger d'un point de vue alimentaire ou d'un point de vue social. Si quelqu'un nous dégoûte ou si quelqu'un nous révulse, bah, c'est une manière de se protéger également. Et puis, il y a une autre émotion qui est importante et qui apparaît chez les tout petits, ça va être la honte. Du coup, bah, c'est important aussi de pouvoir vivre de la honte, car cette dernière, elle permet de réguler, de faire que on va tout faire pour se faire réintégrer après par la suite, d'être. Donc, si j'ai honte, c'est une manière de dire, bah, j'ai besoin que le regard des autres sur moi soit positif, et aussi parce que j'ai besoin de faire comme les autres. Et les tout petits, oula, il s'est passé quoi? Il y a eu un petit revival en arrière. Et on va voir que les tout petits peuvent vivre déjà petits de la honte. Donc, justement, la fameuse chute, on les voit, ils sont pas contents, mais parce ils ont honte de voir qu'ils n'ont pas pu se tenir debout. Et ça peut prendre vraiment beaucoup de place. Et c'est important d'utiliser les bons mots. Parce que on va le voir justement après, si on se trompe d'émotion, et ben, l'émotion, si on n'a pas su bien l'accompagner, et ben, elle se décharge pas, la coquine. Et c'est la fameuse phrase, et quand ça dure, et quand ça dure, eh ben, on parle d'émotions parasites. C'est-à-dire que si un enfant qui arrive à la crèche, il est très en colère, il n'est pas content, il tape, il crie partout, et on sent vraiment, il montre une émotion de colère, parce qu'en fait, il n'avait pas envie de venir, il voulait rester à la maison, parce que il sait qu'il y a les grands-parents qui sont là, etc. Enfin, peu importe la raison. Euh, et qu'on dit, bah voilà, je vois que tu es beaucoup en colère, etc. Et si ça continue, c'est que finalement, ce n'est pas de la colère, mais du coup de la tristesse. Et ça arrive très souvent que de la colère soit, enfin, que la tristesse soit manifestée en colère ou que de la colère soit manifestée en tristesse. Tout dépend des enfants. Mais, et si on dit à l'enfant, bah, en tout cas, moi, je vois que ça va pas, et je vois que t'es pas et peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que, peut-être que tu voulais rester à la maison, ou peut-être que tu es triste. On peut aussi changer l'émotion. Et là, quelquefois, quand on dit ça, ben, en tout cas, je vois qu'en tout cas, c'est dur pour toi et peut-être que tu étais triste, peut-être que tu voulais rester à la maison. Et là, les enfants, des fois, ils s'arrêtent et ils se mettent à pleurer. Ce qui montre bien qu'on a pu mettre le doigt sur vraiment ce qu'ils vivaient à ce moment-là. Et c'est intéressant de voir ça.
Et en même temps, bah, ça nous indique que chez l'enfant, c'est dur d'être tout de suite dans la tristesse et qu'il a malheureusement euh, intégré un mécanisme où la colère est une émotion plus facile pour lui à exprimer, mais qui n'est pas forcément l'émotion qu'il vit. Donc, on parle d'émotion parasite. Quelquefois, il y a des enfants qui font ça aussi juste avant de se coucher. Juste avant de se coucher, tout se passe bien, on a fait le rituel du soir, un petit bisou, etc. Et puis d'un coup, ils commencent à dire, non, mais encore un bisou, et encore un truc. Et ils grattent, et puis ils commencent à devenir pénibles, et puis là, on va commencer à se fâcher, ils vont se mettre en colère. Et en fait, bah, quelquefois, c'est encore autre chose, c'est d'émotions parasites. En fait, ils sont pas en colère, c'est juste qu'ils ont du mal à lâcher à ce moment-là. Et des fois, c'est juste parce qu'ils sont tristes. Et plutôt que de dire, bah, je suis triste parce que j'ai pas passé beaucoup de temps avec toi ce soir, ils vont le manifester autrement. Donc, c'est là où c'est pas facile. Et, quand on voit que l'émotion ne correspond pas au déclencheur, et donc il va falloir sortir sa loupe et commencer à mener l'enquête. Qu'est-ce qui s'est passé? Là où c'est vraiment le plus dur, c'est quand c'est encore avec des enfants qui ne s'expriment pas encore. Et là, on va nous-mêmes parler tout seul, émettre des choses. Et puis, dans tous les cas, c'est proposer un câlin. Dire, écoute, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai parlé de la colère, j'ai l'impression que c'est ça, mais je vois que ça continue. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est autre chose. Et on va voir pareil chez des enfants à l'inverse, ils vont arriver à la crèche, ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent. Et puis on va leur dire, bah là, bah t'es triste, bah oui, tu voulais rester chez toi, ou tu voulais ci, tu voulais ça. Puis ils continuent à pleurer, et puis on sent que ça dure vraiment longtemps. Bah, peut-être que finalement, bah, eux, ils vivent une injustice. Pour eux, c'est pas juste d'être venus parce que en ce moment, maison ou papa, ils trouvent ça injuste d'être revenu, enfin, peu importe. Et des fois, de dire, bah, en tout cas, peut-être que tu es déçu ou peut-être que tu es en colère, tu voulais rester. Et là, on voit des enfants qui pleurent et qui tout d'un coup se transforment et commencent à taper du pied et commencent à exprimer vraiment de la colère. On dit, ah bah oui, je comprends, bah oui, tu es déçu, bah oui. Et puis, le fait de pouvoir décharger la vraie émotion, eh ben, ça s'arrête. Ensuite, on peut parler des neurones miroirs. C'est le fait que aujourd'hui, avec les neurosciences, on se rend compte que certaines personnes, lorsqu'elles ont une émotion, eh ben, la personne en face va vivre la même émotion. Les neurones miroirs, ils fonctionnent dans plein de situations. Si je me mets à bâillir, en face de moi risque de se mettre à bâillir. Quand je donne à manger à un enfant, mécaniquement, j'ouvre la bouche. Je fais ah comme ça, et puis j'ouvre tout le temps la bouche à chaque bouchée. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les neurones miroirs. Et on se rend compte que bah, c'est la même chose au niveau des émotions. Si j'ai un enfant qui est très en colère et qui s'agite, etc., malgré moi, ça va me mettre en colère. Et inversement, si j'ai passé une super mauvaise journée et je rentre chez moi et je suis pas contente, bah malheureusement, mes enfants étant des véritables éponges, risquent de sentir que je suis en colère et donc implicitement, sans s'en rendre compte, eux-mêmes vont se mettre en colère. Et donc, c'est pour ça que c'est important de pouvoir être en congruence. J'aime bien se glisser ce petit mot-là en conférence, la congruence. Je trouve que ça fait toujours classe. Pareil avec la pensée logico-hypothético-déductive. Je vous invite à la glisser lors d'une soirée, de dire, mais est-ce que tu es en congruence avec ce que tu fais? La congruence, c'est le fait que mon corps exprime exactement ce que ma bouche dit. Donc, si je dis que je suis contente et que vraiment tout mon corps et mon visage expriment, je suis en congruence. Par contre, si je dis non, non, mais c'est bon, tout va bien, et j'ai les dents serrées et tout mon corps est rigide et clairement mon corps est en train de dire que ça ne va pas, je ne suis pas en congruence. Or, les enfants, eux, ils vont être en miroir avec ce qu'ils voient et ce qu'ils ressentent et non pas ce qu'ils entendent. Donc, même si on leur dit non, non, mais tout va bien, bah, eux, ils vont sentir que ça va pas. Et ça va encore plus générer de l'angoisse chez eux parce qu'ils vont se dire, bah, moi, je vois que ça va pas. Et pourtant, la personne, elle me dit que ça va bien. Du coup, je suis perdue. Ça génère du stress et ça peut faire une émotion qui soit encore plus forte. Donc, osons dire les choses. Après, c'est vrai que bah, quand on a des tout petits bouts, on va pas leur raconter notre journée en disant, bah, tu sais, au travail aujourd'hui, mon patron m'a dit que. Mais par contre, on peut dire, bah, tu sais, voilà, là, moi, je suis fatiguée, je me sens pas très bien. Donc, si je suis un peu en colère ou si je suis un peu saoulée, ce n'est pas à cause de toi. Le simple fait de dire ça, c'est énorme. Mais on peut faire pareil quand on travaille en crèche. On peut aussi dire aux enfants, bah là aujourd'hui, moi ce matin, avant de venir, j'ai pas eu mon bus, ça m'a mis en colère, je suis arrivée en retard, ça m'a. Donc là, je suis un petit peu remuée, mais c'est pas à cause de vous. Et en général, les enfants, ils nous le rendent bien. Ils sont plutôt très empathiques.
Par contre, si on n'explique rien, si on ne dit rien, bah là, il nous le fait bien sentir à l'inverse. Ils sont pas très empathiques, mais parce que justement, on leur a pas expliqué l'importance de la parole à ce moment-là. Et c'est là où ça peut être vraiment chouette, du coup, justement, de pouvoir dire les choses. Alors nous, hein, on ne nous l'a pas appris, donc c'est pour ça que c'est pas facile de pouvoir dire les choses. Du coup, accueillir les émotions, c'est permettre de s'exprimer, donc de décharger. Quand un enfant a une émotion, on va essayer de lui dire bah, qu'est-ce que tu veux? Oh là là, je vois qu'il y a plein de joie, ou je vois qu'il y a de la peur, ou je vois qu'il y a de la colère. Et l'accompagner dans la décharge. Accueillir, ce n'est pas céder. Donc l'enfant fait une grosse colère parce qu'il n'a pas eu son pain au chocolat comme il voulait. On peut très bien dire bah, écoute, je vois que là, ça ne va pas du tout. Si tu veux, je te fais un câlin. Et une fois qu'il est redescendu, une fois qu'il a déchargé, on peut discuter et de dire, bah, écoute, je sais que tu aimerais beaucoup ton pain au chocolat, mais je suis désolée, c'est pas possible. Par contre, quand il est en pleine charge, quand il est en haut, tout en haut de l'émotion, c'est pas possible pour lui de parler et de réfléchir parce que justement, il est dans la tempête. C'est vraiment un tsunami. Donc, on va attendre qu'il soit descendu, qu'il est complètement déchargé pour pouvoir lui parler. Mais faire un câlin, ça ne veut pas dire OK, tu auras un pain au chocolat. Faire un câlin, c'est lui permettre de décharger, de redescendre, d'avoir du réconfort, parce que le câlin, c'est un carburant, c'est pas une récompense. Et puis à ce moment-là, une fois qu'il est redescendu, on peut reconnaître ce dont il avait envie, mais pas forcément céder à ce dont il avait envie. Donc, on est dans la description de la situation, on nomme le déclencheur, je vois que tu es tout rouge, ah, il manque un S, tu es tout tendu. On va aider l'enfant à faire du lien entre ce qu'il ressent, l'émotion, on va verbaliser tout ça. Et puis, si on ne sait pas trop ce qui s'est passé, on émet des hypothèses. Et puis, à l'adolescence, rebelote, on a tout ça fois 10 000. Parce qu'il y a la testostérone, les oestrogènes et la progestérone qui s'y mettent. Autant vous dire que c'est un petit cocktail Molotov bien sympathique. Alors, pourquoi c'est si dur tout ça? Donc, en France, comme je l'ai dit tout à l'heure, on tait nos émotions. On n'a pas de modèle pour exprimer nos émotions. Donc, c'est dur de pouvoir le faire avec nos enfants. On peut aussi être très réservé, très timide. Enfin, ça fait tellement pas partie de nous de le faire que c'est dur de pouvoir le faire. Et puis, quelquefois, l'enfant vit des choses qui nous renvoient à nous-mêmes, notre propre enfance. Quelquefois, on peut avoir vécu des choses pas rigolotes. Et donc, c'est difficile de prendre de la distance par rapport à tout ça. Donc, c'est pas toujours simple. Et puis, de nouveau, l'importance de nos petits neurones miroirs. Est-ce qu'il y a des questions avant que j'attaque le réservoir? En tout cas, n'hésitez pas. Le réservoir, oui, oui. Il n'y a pas de questions dans le chat, mais surtout, n'hésitez pas à poser des questions en audio. Donc, le réservoir, voilà, l'enfant, il a passé une très bonne nuit, ou même l'adulte, on a passé une bonne nuit. J'ai fait le plein du réservoir, je suis prêt pour affronter ma journée. Cependant, les enfants vont vivre tout au long de la journée des petites situations qui vont faire que le réservoir va se vider. Hop, on se réveille, mince, on commence à être en retard, vite, 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 il faut finir le biberon, vite, 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 on s'habille. Donc l'enfant peut déjà commencer à vivre du stress et son réservoir va petit à petit se vider. Et puis en sortant de l'immeuble, il voulait appuyer sur le bouton de l'ascenseur, mais vous l'avez fait avant lui parce que et aller vite. Et du coup, il commence à être stressé et triste. Alors, on va lui dire, ah bah excuse-moi et tout. Et puis, il y a même des enfants qui voient l'ascenseur se referme pour que ce soit eux qui puissent appuyer. Des fois, on est quand même jusque-là. Et on va voir que petit à petit, son réservoir va se vider, mais il se vide beaucoup plus qu'on ne le croit s'il vit fréquemment de frustration tout au long de sa matinée. C'est comme ça qui fait que quelquefois, l'enfant se retrouve avec un réservoir à sec alors qu'il n'est qu'au milieu de la journée. Parce qu'il aura vécu plein de petits stress, plein de petites frustrations. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir des temps pour le remplir, ce réservoir. Et puis, bah, du coup, ça va être de jouer, ça va être de faire des câlins. Le câlin restera toujours, évidemment, le carburant le plus important. Ça va être également important de donner un seul message à la fois. Parce qu'un enfant peut mettre jusqu'à 7 secondes pour intégrer une information. 7 secondes, c'est très long. Regardez, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Sauf que quelquefois, on dit « mets ton manteau, mets ton manteau ». Il s'est passé même pas 2 secondes. C'est trop rapide. On le voit aussi lorsqu'on a un enfant dans ses bras et qu'on veut le poser par terre. Si on ne le prévient pas, il tombe. Mais parce qu'il n'y a pas eu ces 7 fameuses secondes pour que l'information monte jusqu'au cerveau. Donc tout ça va faire que si on arrive à le respecter, eh ben, on va voir que le cerveau, ça va être plus cool pour lui et du coup, ce réservoir va plus se remplir. On essaye également de donner des phrases positives. Donc, si on est dans la rue et qu'on veut qu'il marche, on va dire marche. Si on dit ne cours pas, l'enfant va d'abord entendre cours avant d'intégrer le ne pas. La négation n'est pas évidente pour le cerveau d'un tout petit. Donc, si on dit ne mords pas, il va entendre mord, alors il va continuer à bien mordre la main de l'autre et on est mal barré. Donc, les formulations positives sont à utiliser au maximum. On met des mots sur les émotions, tu sembles en colère. C'est comprendre ce que l'enfant dit de son besoin et pour l'enfant, reconnaître. Alors, ça y est, c'est l'instant question, situation, point théorique à approfondir. Quelles sont les situations dont vous aimeriez nous faire part, qu'on pourrait décortiquer ensemble? Alors, surtout, n'hésitez pas, vous pouvez directement prendre vos micros et poser les questions que Exactement. vous avez avec vos enfants. C'est le moment ou jamais. Pas de questions? C'est pas une Ah, question, mais c'est c'est une remarque, je me lance. oui. C'est vrai que ce que vous dites est vrai sur le fait que le matin, ce soit la course et on n'arrête pas de leur dire vite, vite, vite. Enfin, nous concernant, c'est un peu le sujet et donc on a conscience que on peut effectivement les stresser et l'histoire du réservoir est très juste. Euh, Quand il y en a un, ben voilà, ça permet déjà voilà, de lui dire dépêche-toi, mais quand il y en a deux qui en plus de ça, ont chacun comment dire, un temps de préparation différent, et donc il y en a un qui est prêt plus vite, c'est qui vient chipoter l'autre, qui n'avance pas, etc. C'est comment on peut arriver peut-être à gérer deux personnalités déjà différentes, d'un âge différent, et il y en a un, ça lui monte plus vite au cerveau, l'autre non. Et puis l'autre, quand il a fini de faire son truc, il vient embêter l'autre. Donc tout ça en étant un peu plus cool. Oui, c'est bien de pouvoir être cool. Alors, Voilà. clairement, je sais que ce que je vais dire, ça va pas vous plaire, mais c'est bien de se lever 15 minutes encore plus tôt. Ah, Non, ah, le sommeil, c'est tellement dur. c'est pas En faux, tout mais cas, si vous arrivez à vous coucher 15 minutes plus tôt, vous vous levez 15 minutes plus tôt pour que si nous, parents, on est réellement au taquet pour être fraîchement dispo pour les enfants, ça permet de ne pas les laisser, parce que c'est souvent les petits moments de flottement quand on les laisse un peu tout seuls que ça part en cacahuète. Parce que justement, c'est ces fameux moments de flottement. Par contre, si on est vraiment dispo parce que nous, on est prêt, on a pu avoir un temps pour nous et s'occuper de nous, on peut s'occuper d'eux et on n'a pas à se dire, ah mince, j'ai oublié de me laver ou il faut que j'aille vite faire ci, faut que j'aille vite faire ça. C'est pas toujours facile. Alors après, j'ai conscience que le temps est dur, hein. On vit une vie, on a des vies tellement remplies que je sais que 15 minutes, sûr. à la fois c'est peu et à la fois c'est beaucoup. Ouais. Et en même temps, ça peut être aussi intéressant de responsabiliser le plus grand des deux, celui qui peut-être va titiller, et lui dire, voilà, est-ce que tu veux bien, voilà, est-ce que tu crois que tu arriverais à faire, voilà, à ranger ton bol pendant ci, pendant ça, à partir de maintenant, vu que tu es grand, je te donne de nouvelles super responsabilités, ou bah du coup, voilà, le temps d'une chanson, est-ce que tu penses que tu auras le temps de faire ton lit, ou c'est de leur donner des missions qui les concernent eux, qui peuvent être rigolos pour eux, ou sinon de se dire, bah tiens, regarde, le temps que tu as, bah, tous les matins, je te mets à dispo un petit coloriage, et puis on va voir en combien de matins tu es prêt à finir de le colorier. Alors, des trucs faciles ou des gommettes. Je ne sais pas quel âge a le plus grand, mais des petites choses. En tout cas, Après, je Ouais. dirais pas qu'on a un laps de temps. Enfin, désolée, je parle un peu de ma situation. Je sais pas si on a dans le même cas, mais on n'a pas. En fait, c'est assez timé, mais en fait, Ah bah c'est on clair. a la notion de temps qui est
et ils n'ont pas qui la est même notion en en temps. permanence là. Ah, mais de toute façon, le temps, Et, c'est le pire de nos ennemis en question et- stress. et Mais c'est la notion de temps qu'ils n'ont pas encore à cet âge-là, parce ah qu'ils bah n'ont pas non. encore Et l'heure, et machin, en fait. ça peut être bien du coup d'avoir des sabliers réels, alors de sable ou des sabliers liquides, pour qu'ils voient, ou sinon de, des horloges qui se remplissent en couleur sur nos téléphones. On peut voir ça, on lance 3 minutes et puis on voit que ça se remplit et du coup, on peut avoir ces notions-là. Mais quand ils sont si petits, c'est là où je vous dis, si vous avez besoin d'un moment pour vous, malheureusement, s'il est pendant le moment où on les laisse tout seuls, Non, mais ça, c'est c'est sûr. c'est là où c'est compliqué. Par contre, ça peut être aussi faire des choses ensemble, du genre, venez ce matin, on s'habille tous ensemble, qui aura mis le t-shirt en premier. Ça, qu'est-ce qu'ils gagnent? Ça, on le fait souvent, ça. Voilà, et exactement. Et puis, on fait en sorte, évidemment, que ce soit eux qui gagnent. On a toujours du temps, on galère, nous, à mettre nos chaussettes. Mais il faut que les matins, en fait, si un matin est serein, le réservoir sera bien rempli. Si tous les matins sont speed, c'est que malheureusement, le timing du matin n'est pas le bon. Et c'est là où je vous dis, en fait, souvent, la solution, c'est de se réveiller plus tôt. Mais je sais que se réveiller plus tôt, c'est dur, c'est dur. Et ça veut dire peut-être se coucher un petit peu plus tôt. Mais si vous arrivez réellement à être dans un timing qui soit cool, pour que l'enfant, ça soit plus cool, parce que quelquefois aussi, les enfants, on les réveille vraiment, entre guillemets, à la dernière minute parce qu'on veut qu'ils aient le plus dormi possible. Mais si c'est pour les speeder derrière, finalement, c'est contre-productif. Mieux vaut les réveiller 20 minutes encore plus tôt. Et du coup, on les speed pas et de toute façon, ils seront lents. Donc, 20 minutes plus tôt ou plus tard, ils sont lents. Mais au moins, ça sera plus cool pour tout le monde plutôt que de se dire non, mais je veux à tout prix qu'ils dorment. Et au final, on se stresse tous et c'est pas confortable. Et après, ça monte en crise. Mais souvent, là, c'est des crises, non pas de colère, mais de stress. C'est-à-dire que je suis oppressée, du coup, c'est de la réaction. On est dans de la réaction, on n'est pas dans de l'émotion. Pas facile. Non, mais ça va, hein, c'est beaucoup mieux que ça n'a été, hein. Alors, Mais c'est avec j'ai la gestion du temps, c'est un la sujet. gestion du temps, je suis d'accord. Aurélie rigole. Du coup, il devient Voilà. résistant peut-être et Je colérique lorsqu'on compatis, le pose vous inquiétez pas. dans la Voilà, poussette. il devient triste et colérique. En fait, il y a une Triste correction et après. Ouais. colérique. Et oui, Quand on le pose triste dans et la colérique poussette. quand on le pose dans la poussette. Est-ce que c'est un enfant qui est capable de marcher? Peut-être que aussi la poussette, pour lui, il voit ça comme une punition. Et donc, c'est injuste. Pour quelle raison je vais aller dans la poussette? Ou est-ce qu'il voulait rester dans les bras? Et là, c'est un autre sujet. Parce que si l'enfant a envie de marcher, alors évidemment, des fois, on est pris par le temps, donc la poussette est notre amie. Mais est-ce que c'est un enfant qui est... Alors, quand il tape, on lui dit qu'il ne faut pas, il dit pardon, il fait un câlin, puis il recommence. Ouais, ce qui montre bien que la notion du bien, du mal, on voit bien que c'est pas simple à ce moment-là. Mais pour en revenir à la petite question de la poussette, moi, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qu'il préfère faire à la place. Bon, n'hésitez pas à reprendre le micro ou à réécrire. Quelle est la bonne approche lorsque un enfant est très sensible, émotion très intense, sans vouloir minimiser ce qu'il ressent? Est-ce qu'on doit l'aider à réguler ses réactions quelque part? Alors, pour répondre à la question, quand un enfant a beaucoup d'émotions, en effet, c'est juste les accueillir, se dire, ah bah oui, c'est difficile. Et oui, tu avais envie de pleurer. Et on laisse. Le simple fait qu'il sait qu'on lui autorise ça, fait que du coup, il va réussir à petit à mieux les réguler. Par contre, si on essaye de pressuriser, de lui dire, non, retiens-toi, il risque de tout le temps être dans du débordement. C'est un petit peu imaginez un robinet qui est le robinet. On a ouvert le tuyau d'arrosage et puis je l'ai bloqué à un endroit et puis je l'ai mis à fond. Dès que j'ai débloqué, paf, ça risque d'exploser. Donc l'idée c'est de dire si l'enfant est très sensible, c'est de dire oui, mon enfant il est peut-être plus sensible qu'un autre, mais il a besoin de plus extérioriser. Mais pour moi, c'est pas un problème. Par contre, s'il pleure toutes les 4 secondes, on peut lui dire, là, je vois que tu as exprimé quelque chose. Par contre, je pense qu'il n'y a pas besoin de pleurer tout le temps. Ou sinon, s'il pleure vraiment tout le temps, c'est qu'il y a peut-être de la fatigue ou il y a un autre sujet. Mais je sais qu'il y a des fois quelques enfants qui chouinent. Dès qu'ils ne sont pas contents, ils se mettent à chouiner.
on peut remettre un cadre. Il y a trop laissé faire. Et là, sur notre petit curseur, on peut dire, bah, là, je vois que tu as envie d'exprimer quelque chose, mais tu peux le dire sans chouiner. Je vais t'écouter. Parce que quelquefois, les enfants chouinent comme si, parce que quand ils chouinent, on les écoute plus que s'ils parlaient normalement. C'est aussi ramener ça comme cadre, de dire, bah, je vois que tu n'es pas content, mais tu peux dire, bah voilà, là, je ne suis pas content, j'ai envie de ça. Tu n'es pas obligé de dire, eh ben là, ben moi, je voulais ça. Pour en revenir avec la petite question, quand il tape, on dit qu'il ne faut pas, il dit pardon et il fait un câlin puis il recommence. Ça montre bien la jeunesse de l'enfant, le côté où il a bien compris que bah, faut dire pardon quand on fait une action qui est désagréable et en même temps, il n'a pas intégré le fait que son action faisait autant de mal. Donc là, on peut aussi être un peu plus ferme, sans forcément évidemment lui hurler dessus, mais de dire ça c'est non. Il faut qu'il sente que c'est la limite. C'est important de mettre un cadre et des limites à l'enfant. C'est sécurisant. Donc, si on lui dit non, mais là, c'est non. Là, on arrête de taper. C'est non. Il faut un petit peu de fermeté. Par contre, on ne va pas se mettre à le taper puisqu'on est en train de lui dire qu'il ne faut pas le faire. Là, on serait complètement incohérent et on deviendrait dans la violence également nous-mêmes. Donc, ce ne serait pas forcément le top du top. Notre fille refuse des siestes dans son lit avec des colères alors qu'elle dort très bien la nuit dans son lit. Et on la met dans sa poussette et s'endort aussitôt. Ah oui. Alors, elle refuse des siestes, sans doute parce qu'elle a envie de jouer. Eh oui, c'est tellement bien de jouer. Sieste à la crèche. Ou est-ce qu'elle refuse la sieste à la crèche? Les enfants, quand ils refusent la sieste, c'est souvent parce qu'ils ont envie de faire autre chose à ce moment-là. Donc, en effet, hein, la poussette, il y a un côté où bah, elle est attachée. Donc, arrive à un moment, le lâcher-prise se fait autrement. Mais on peut aussi expliquer à l'enfant, en étant ferme, en disant, bah, je vois, bonne soirée, merci. On peut aussi expliquer à l'enfant par rapport au sommeil, c'est lui dire qu'en fait, en tant que parent, on se doit de mettre un cadre. Donc là aussi, c'est le moment et on jouera après. Mais les enfants qui résistent souvent au niveau de la sieste, c'est parce qu'ils ont envie de jouer. Donc, soit ils arrivent à faire la sieste dans d'autres situations, ou sinon, bah, vous la mettez dans la poussette, elle fait la sieste et c'est bien. Soit, parce que c'est difficile hein, de forcer un enfant, soit on arrive à les coucher plus tôt le soir où ils n'ont pas fait la sieste. Mais cette histoire de sieste, c'est l'important, ça va être tous les rituels avant. C'est bon, bah là, après manger, on va faire la sieste, on reste un petit temps, c'est un temps calme. Si tu veux pas dormir, bah tu dors pas. Mais par contre, c'est important qu'on ait un repos parce que derrière, regarde comme tu es fatigué. Et les fois où l'enfant a résisté et n'a pas fait la sieste et on voit que le soir c'est difficile, si c'est des enfants qui sont capables de parler, vous pouvez leur dire à ce moment-là, tu vois là, regarde comment on s'est fâché, regarde comme ça a été difficile pour toi, tu as pleuré pour ci, tu as pleuré pour ça. Demain ou la fois d'après, je suis désolée, important que tu fasses la sieste. C'est pas une punition, c'est une récompense, la sieste. D'ailleurs, nous, adultes, on aimerait bien faire la sieste. Ok, merci Flore. De rien. Je n'ai pas la réponse de ma petite poussette. Il est triste et colérique. Bon, alors, je fais la supposition, l'enfant ne veut pas parce qu'il a envie de marcher. Peut-être qu'on peut négocier, moi, si on est très pressé par le temps, je me doute qu'on ne va pas pouvoir laisser l'enfant pouvoir gambader. On va lui dire, bah, je vois que tu as envie de marcher. Donc, d'accord, allez, tu marches un petit peu. Par contre, vu qu'à un moment donné, il faut quand même qu'on arrive à la crèche, on peut lui dire à la distance, on peut lui dire, bah, regarde, jusqu'à telle panne, jusqu'à telle maison ou jusqu'à telle voiture, tu vas pouvoir marcher. Puis après, tu fais un peu la poussette. Mais si tu veux, un petit peu avant qu'on arrive à la crèche ou un petit peu avant qu'on arrive à l'endroit où on est supposé arriver, tu pourras remarcher un petit peu, si c'est ça l'envie de l'enfant. Par contre, quelques enfants n'aiment pas être en poussette parce qu'ils sont attachés, ils ne sont pas libres de leur mouvement. Et là, c'est le côté contraignant. Donc, c'est de voir s'il peut se déplacer en trottinette, sinon à la limite. Et une trottinette qu'on pourrait tirer, pousser, où il se sent plus libre dans ses mouvements. À voir. Mais le côté engoncé peut gêner certains enfants quelquefois. Ah bah voilà, ici on utilise un vélo, ce qui lui plaît beaucoup plus et nous ne fait pas perdre du temps. Je valide, Capucine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, trottinette, très bien. Plus l'enfant est autonome, plus c'est agréable pour lui.
Ça veut dire que je suis capable, je ne dépends pas du parent. Et c'est vrai que la poussette, bah, il ne voit pas forcément le parent et en plus, il n'est pas libre de ses mouvements. Merci à vous, bonne soirée. Il y a Alors, d'autres questions? ouais, j'ai oublié de dire, j'ai des petits livres, mais Johanna, de toute façon, je vous enverrai le doc, vous pourrez toujours les reprendre. Et puis, en plus, vous les connaissez déjà tous, les livres. Oui. Donc, il y avait des livres à proposer, Vivre avec son enfant de Catherine Guéguen, La discipline positive de Jeanne Elsen, Élise Junier, la manuel de survie des parents, celui-là est top, un bon condensé. Et puis pour les enfants, on a également plein de livres, hein. La couleur des émotions, As-tu rempli ton seau aujourd'hui? Tout ça, tout ça. Super. Bah, de toute façon, chaque parent, on vous enverra du coup les livres à la fois pour vous et à la fois pour vos enfants. Juste, il y a aussi deux petites questions qui sont apparues. Donc, j'en Impec. profite. Elle Alors, réclame les bras au bout de 2 minutes de marche dans la rue et lorsqu'on refuse, elle reste sur place et refuse d'avancer. Que faire sans céder, ni lui faire croire qu'on part sans elle? ah, c'est Rien. dur. Donc, elle réclame les bras au bout de 2 minutes de marche. C'est celle qui veut pas aller dans la poussette? Je Non, sais plus. Non, c'en est c'est une autre. quelqu'un d'autre. C'est Parce que quelqu'un d'autre. l'histoire sans fin, c'est non, je veux pas la poussette, je veux pas marcher, je veux que les bras. Le truc bien fatigant pour le parent. Oui, alors réclame les bras 2 minutes et lorsqu'on refuse, elle reste sur place. Donc ça, si c'est quelque chose qui arrive fréquemment, ça peut être intéressant à ce moment-là de pouvoir l'annoncer en avance. C'est un petit peu comme quand on va faire les courses. Ok, là on va faire les courses. Peut-être qu'il y a des endroits où tu vas vouloir des gâteaux, des bonbons. Voilà ce qu'on va prendre, voilà ce qu'on ne prendra pas. C'est ce qu'on appelle c'est prévenir ce qui va se passer. Là, on va sortir de la maison. On va marcher dans la rue. Si tu veux, je peux te porter, mais que quand on est arrivé au niveau de la boulangerie ou que quand on est au endroit, pour qu'il y ait un petit peu un moitié-moitié. Et quand l'enfant, il marche et on sent déjà au bout de 2 minutes, il veut plus marcher alors qu'il est en capacité de savoir marcher, on peut lui dire, mais rappelle-toi, on avait dit jusqu'à la boulangerie. Et là, ça peut être intéressant de lui dire, et si on faisait une petite chanson, et qu'est-ce qu'on pourrait compter? Est-ce que tu as vu une voiture rouge dans la rue, et ainsi de suite. Et, mais on va générer des rituels et qui sont motivants. Mais c'est vrai que c'est important de pouvoir le dire en avance. Si on le dit en avance, parce que la règle a été annoncée, l'enfant, souvent, il va dire, ah oui, c'est vrai, on l'avait dit. Mais si on n'a rien dit et que toutes les fois d'avant, à chaque fois, elle pleure et qu'elle est portée, eh ben, elle a l'information, bah, elle est portée. Et c'est ça qu'il faut réussir à modifier. Maintenant, si elle est, enfin, à voir l'âge de l'enfant, est-ce qu'elle est en capacité de pouvoir marcher et ça dure combien de temps la marche? À la crèche, elle n'a pas de elle n'a la tétine que pour la sieste, mais dès qu'elle rentre à la maison, elle fonce dans sa chambre et veut la garder du matin au soir. Comment lui faire comprendre qu'elle doit faire sans? Et oui, hein, ah ça, la tétine, qu'est-ce que c'est dur. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas pour la tétine? Parce que quand elle rentre, elle se jette. Si c'est la première chose, c'est d'avoir la tétine, c'est que quelque part, elle a besoin de réconfort à ce moment-là. Donc, on a le droit de pourquoi pas ritualiser un temps de réconfort quand on rentre à la maison, mais qui dure le temps d'un sablier. Vous savez, vous avez des sabliers qui durent 1 minute, 3 minutes, 5 minutes. Les sabliers c'est les infusions de thé ou pour les œufs et ainsi de suite. Mais visuellement, pour que l'enfant il ait le sentiment qu'il a le droit à quelque chose, parce que finalement, ça doit être quand même quelque part un besoin, mais que ça ne devient pas un désir qui est de, bah, en effet, l'avoir du matin jusqu'au soir, la tétine, bah, mine de rien, non, ça répond à pas, il n'y a pas le besoin. L'enfant, sauf s'il est tout petit bébé et certains enfants qui ont des grandes forces de succion, mais à arriver à un âge où les enfants marchent et ont plus de 18 mois, on voit bien que la tétine n'a plus lieu d'être aussi intensément. Donc ça peut être à des moments de réconfort et à des moments aussi pour au niveau de l'endormissement. Donc c'est lui dire, bah, à partir de maintenant, la tétine, c'est que pour dormir, quand il y a une grande tristesse, et si tu veux, quand on rentre à la maison, un petit temps câlin dans le canapé, on se pose, il y a le petit temps, la tétine, etc. Et quand le sablier est terminé, on va la reposer. Si l'enfant ne veut pas, on peut lui dire, bah, si ça ne fonctionne pas, il n'y aura pas du tout.
on peut resserrer un peu le cadre quand l'enfant cherche à trop l'agrandir. Et quand il voit qu'il risque de plus rien avoir, il va accepter ça. Par contre, si on lâche, bah, malheureusement, il va se dire, bah, si je pousse le cadre en train de se déplacer, ça va être insécurisant et puis il risque de recommencer éternellement. Car l'enfant n'est pas capable, lui, de mesurer les choses. C'est à vous de devoir faire ça. Mais j'ai conscience que ça va pas être facile. Notre fille jouait, parce que c'est hyper drôle de jeter les jouets. Si, si, si. Franchement, il y a un plaisir de jeter les choses. Puis elle pleure pour les récupérer. Parfois, il s'agit de doudou. Puis elle pleure pour les récupérer, c'est-à-dire qu'elle les jette et elle pleure pour qu'on lui rende parce qu'on ne lui rend pas. Au moment de la sieste, c'est triste sans doudou, doit-on le ramasser? En général, on le fait 2, 3 fois, puis on lui dit que c'est la dernière fois, mais c'est c'est en plus souvent qu'on va faire pour qu'elle arrête. Bah là, ouais, sur notre curseur, elle joue, elle gagne ou elle perd. Qu'est-ce qu'elle recherche là-dedans? Elle recherche un temps avec vous, elle recherche de l'interaction, mais clairement, elle est en train de feinter. C'est une belle manière de feinter pour pas faire la sieste. Donc, en effet, on peut annoncer avant même que ça se passe, de dire, bah voilà, moi, je veux bien revenir 1 fois ou 2 fois. Un système de joker, si le doudou est malencontreusement tombé. Mais si vous sentez que c'est elle pour amener justement une interaction avec vous, c'est de dire, bah, les prochaines fois, je suis désolée, mais ça ne fonctionne pas. On peut lui parler si elle a besoin d'être rassurée, lui dire, bah oui, oui, je suis là. Bah, je suis désolée, le doudou, il tombera pas. Alors, en effet, l'enfant risque d'être très, très triste. Alors, accompagner cette tristesse, bah, je comprends, c'est dur. Mais par contre, restez sur ce que vous avez annoncé. Vous pouvez même la réconforter, lui faire un gros câlin, lui dire, bah, je comprends. Mais par contre, le doudou, il reste par terre. Alors, quand je dis ça, souvent, il y en a, ils disent, ah, c'est dur, c'est dur. Cependant, l'enfant, il a besoin de savoir où est la limite. Et les fois d'après, il va plus le jeter, puisqu'il va voir que s'il le jette, il risque de le perdre. Et alors que l'idée, c'est qu'il ne le perde pas. C'est responsabiliser aussi l'enfant sur ses actes. Alors après, c'est à vous de voir jusqu'où vous allez aller. Si elle est en transe intersidérale, évidemment, on va lui rendre. Mais si lui dire, par contre, je ne comprends pas pourquoi tu le jettes, puisque tu as envie qu'il soit là. Mais moi, je vois plutôt un enjeu de jeu. Enfin, il y a du jeu un petit temps et aussi une manière de reculer le sommeil pour avoir du temps avec vous. Ah là là, les gosses. On n'a que Que faire faire si si l'enfant refuse. Voilà. Ouais, de mettre ses vêtements le matin, même quand on essaie de choisir les vêtements, de les mettre elle-même. Ils sont malins. Et oui, alors franchement, si l'enfant est capable de s'habiller tout seul, euh, dans un premier temps, peut-être y aller par étapes. Des fois, le fait de s'habiller tout en entier, c'est dur. C'est de dire, bon, allez, on va commencer un nouveau challenge pendant quelques jours. C'est juste, tu dois mettre le t-shirt et moi, je t'aide à mettre les autres habits. Et puis, petit à petit, on réduit le nombre d'habits que nous, on met et on augmente le nombre d'habits que l'enfant met tout seul. Après, on peut aussi le challenger de se dire, bah voilà, les fameuses courses. Bon, alors on fait la course, qui va s'habiller en premier? Ou sinon, bah, je t'aide à mettre tes chaussettes, mais tu m'aides aussi à mettre mes chaussettes. Quand l'enfant, il voit comment il galère à mettre les chaussettes sur nos pieds qui sont plus grands parce qu'on a des orteils bizarres, etc. Bah, des fois, il faut, ah, c'est bon, je préfère mettre mon pantalon. Vas-y, mais débrouille-toi avec tes chaussettes. Mais il faut que toutes les actions de responsabilité, faire son lit, ranger son petit déjeuner, etc. Il faut que l'enfant comprenne que bah, c'est pour lui en fait, c'est pas contre lui, c'est pas une punition de s'habiller. Mais en effet, s'habiller, il faut qu'il comprenne que c'est une manière de dire bah, je grandis. Donc c'est de l'encourager, le féliciter. Après, on peut aussi se dire bah si tu t'es habillé tout seul tant de fois, et ben en récompense, et là on est dans une sanction positive, et ben choisir ta prochaine paire de chaussettes au magasin, etc. Et là, il y a un lien, il y a une cause de lien à effet, c'est-à-dire que bah, j'ai pris soin de mes habits, j'ai pris soin de comment bien m'habiller. En récompense, j'ai gagné des nouveaux habits et ainsi de suite. Ou je pourrais choisir mon prochain pantalon, mon prochain pull. Mais c'est pour aussi faire du lien avec tout ça. Moi, si j'ai bien travaillé, si mon patron il est content de moi, et ben, j'aurai une augmentation. Donc, c'est en lien direct. Par contre, s'il s'habille tous les jours tout seul, il gagne des dessins animés, il n'y a aucun lien. Du coup, ça n'a pas de sens. Ça dure 2 heures pour qu'il s'habille. Oh, amenez-le tout nu sinon. Ça marche bien, ça. Quand il fait chaud.
Ouais. Après, il y a aussi la technique de la chanson. Il y a plein de chansons sur comment on s'habille. Allez, on met le pull ou sinon on fait la chanson Promenons dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Où loup y es-tu? Que fais-tu? Je mets ma chemise. Oh, vite, il a mis sa chemise. À nous, est-ce qu'on va être habillé avant lui, etc. Disons qu'il faut que ça devienne un moment qui soit marrant. Si ce moment est vécu comme un moment dur, bah à chaque fois ça va être friction. Donc voilà. Et puis, on peut aussi le féliciter dans le côté, bah, si pendant 3 jours de suite, tu t'es habillé tout seul, et ben, tu as gagné un jour joker, c'est moi qui t'habille. Et ainsi de suite. Parce que quelquefois, l'enfant, il a plaisir qu'on l'habille de manière de qu'on s'occupe de lui. Alors que quand il s'habille tout seul, bah, ce moment-là, on l'a pas avec lui. Mais si on lui dit, mais tu sais, pendant que tu t'habilles, moi, ça me permet de faire ça, mais par contre, on pourra faire ça ensemble, du coup, tu gagnes du temps avec moi, mais qu'il soit et que je joue avec toi, par exemple, bah, l'enfant, il va se dire, j'ai gagné du temps avec papa, j'ai gagné du temps avec maman, ah bah ça me va. Par contre, s'il a l'impression qu'il perd du temps avec vous en faisant tout seul, bah, c'est là où il va pas vouloir faire. Euh, Nous, actuellement, j'ai un petit de 22 ans, petit Gabriel, et en fait, actuellement, il veut vraiment plus, enfin, c'est à chaque fois la calvaire pour le mettre sur la table à langer pour le changer, parce que, en fait, il a attribué la table à langer avec les pipettes pour le nez. Ah, ah oui. Ouais, voilà, pas cool. Plus, en plus, un traitement pour les oreilles, donc voilà. Et du coup, même j'ai testé, j'ai acheté un petit matelas pour mettre sur le lit en me disant, bon, ça va être un autre endroit, etc. Et enfin, je crois qu'à la crèche, ça se passe pas mal, mais à la maison, c'est pas cool. Enfin, le mettre en position allongée, c'est devenu Oui. pas cool du tout. Et en même temps, la On a les position. livres, on a les trucs, on a tout ce qu'on... Ouais, ouais, j'entends. Mais... Et la position allongée, il y a un côté où on est très dépendant. Ouais, Nous-mêmes adultes, si on a besoin de se laver le nez, si on nous allongeait, clairement, ce serait l'horreur. oui, D'ailleurs, clairement, ouais. enfin, je sais pas si vous êtes amené à vous laver le nez. Moi, je le fais. Ma fille de 9 ans doit fréquemment se laver le nez parce qu'elle a des allergies. Du coup, elle a la petite corne là, comme on met de l'eau tiède et du sel. Et donc, elle le fait toute seule. Mais si je devais lui faire allonger, je pense qu'elle me détesterait. Pas faux. La position allongée, elle est surtout pratique pour l'adulte. Il faudrait à la crèche où il est, mais peut-être qu'il le change debout. Il a un âge où on peut commencer à le changer debout. Surtout si c'est des urines, c'est à nettoyer. Après, quand c'est une selle, c'est vrai que c'est plus compliqué. Ouais, Mais on peut faire un change debout. Au moins, ok. il est acteur. Lui-même peut aussi défaire sa couche, etc. Et puis peut-être que ça pourra mettre une action, enfin, ça pourra enclencher peut-être une envie de se séparer de la couche autrement et ainsi de suite. Hmm. Position allongée, on est quand même très dépendant et aussi, en plus d'être dépendant, il y a un côté où on subit, enfin, on n'arrive pas à faire des gestes comme on aimerait. Si vous lui proposez de faire debout et puis il reste assis sur les toilettes, si c'est plus pratique pour vous pour l'aider à se nettoyer ou dans la douche, bah, lui-même, il verra que lui-même est acteur et puis lui-même pourra aussi s'essuyer, faire des choses, passer un gant, etc. Ok, cool. Mais Merci. je pense que vous pouvez passer, ouais, en étape debout. Effectivement, à la crèche, il accepte bien. Après, c'est la relation, à la relation à l'adulte. Quoi qu'il arrive, les enfants sont toujours beaucoup plus sympas avec les parents. C'est ça. Comme on peut l'entendre de tous les grands-parents. Évidemment. Et il est merveilleux, de quoi tu te plains? Voilà. Oui, bien sûr. C'est comme quand on les Merci. récupère à la crèche et on dit ça a été un amour. Et au moment où on le prend, il se commence à se transformer et tout. Et on se dit, ah bah super, bah, je te laisserai plus longtemps à la crèche. Tu me fais vivre des misères. Mais c'est aussi parce que c'est le moment où ils déchargent. Les enfants se déchargent avec les parents, c'est les figures d'attachement. Alors qu'avec les grands-parents, ils sont en général en retenue et à la crèche aussi. Alors, j'ai une petite remarque, complexe d'Oedipe. Alors, il est vrai que pendant très longtemps, on a parlé du complexe d'Oedipe, c'est-à-dire le fait que les garçons préfèrent les mamans à un moment donné de leur vie et les filles préfèrent leur papa à un moment donné de leur vie. Alors, c'est une théorie qui est quand même très, très vieille, puisqu'elle a été mise en avant par Freud à la fin du 19e siècle. Et depuis, avec les neurosciences, c'est une théorie qui a été beaucoup remise en question, surtout dans les familles monoparentales où il n'y a pas le deuxième parent. Et du coup, bah, comment ça se passe? Finalement, on parle plus d'affirmation de soi et aussi le fait... Bah, nous, ça. Comment?
Oui. Oh, pardon, je parlais à mon conjoint. Ah, d'accord. Désolée. Je Pas de disais, bah, souci, nous, c'est ça. pas de J'avais pas vu que problème. j'avais activé le micro. Je disais, bah, nous, c'est ça. C'est C'est bon, ça. elle en a que pour lui. Oui, et en fait, nous, on parle pas forcément, enfin, en tout cas, aujourd'hui, avec les neurosciences, c'est vraiment remis en question parce qu'en plus, c'est une théorie qui a été mise en avant avec zéro appui scientifique. Et du coup, c'est beaucoup remis en question. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des périodes de vie où l'enfant va préférer un parent, puis après l'autre. Mais c'est pas à cause d'un complexe de j'ai envie de tuer un parent pour prendre sa place, parce que c'est quand même ça, un complexe d'Oedipe, c'est de se dire j'ai envie de tuer ma mère pour avoir mon père rien que pour moi. C'est quand même hyper violent, mais c'est plutôt le côté de moi aussi j'ai envie d'avoir cette relation forte. Comment ça se fait que mes parents, eux, ils peuvent avoir cette relation forte entre eux et pas moi? Donc c'est plutôt cette relation-là qui va être recherchée, c'est une affirmation de soi qui va se mettre en avant à ce moment-là, mais on n'est pas forcément dans un enjeu sur l'autre ou quoi que ce soit. Et puis il y a des enfants qui n'auront pas cette phase-là et c'est OK. Dans les complexes d'Oedipe, il y avait aussi cette notion de si l'enfant n'a pas eu de complexe d'Oedipe, il se développe mal. Alors que, bah non, il y a des enfants qui n'ont pas du tout eu cette phase-là et ils se développent très, très bien. C'est plus ça. Par contre, qu'à un moment donné, il y ait des enfants qui aient pu se mettre en opposition avec l'un des deux parents, mais tellement. Et des fois, d'ailleurs, le parent qui est rejeté, des fois, ça l'arrange. Bon, des fois, il est triste, et des fois, c'est ah, elle ne veut que toi? Eh bien, tiens, vas-y, occupe-toi, ça va me faire des vacances. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je dis qu'effectivement, c'est moi qui marquais ça parce que c'est quand même assez flagrant. Je peux pas m'en occuper. Enfin, quand il y a son père, je peux pas m'en occuper. Quoi. Donc, c'est pas grave, hein, j'ai de quoi faire à côté, mais du coup, je pensais que ça durerait pas autant de temps et finalement, Ça c'est dure. vrai que ça Est-ce dure un peu, que quoi. est-ce que c'est plus vous qui vous en occupez en règle générale ou c'est plus le papa? C'est variable. Je sais pas, c'est variable. C'est C'est-à-dire que variable, c'est dès qu'il y a son papa, c'est papa. C'est toujours papa. C'est papa, c'est papa, c'est papa, c'est papa, quoi. Donc, d'accord. par contre, quand Mais tu cas avec elle, il n'y a pas de sujet. oui, il n'y a pas de sujet. Mais ce que je veux Euh, dire, c'est que en règle générale, c'est kiff-kiff les parents, enfin vous deux, c'est kiff-kiff le temps que vous donnez aux enfants, ou c'est quand même plus souvent vous qui vous en occupez? je dirais que c'est plus souvent moi, mais après, enfin, du coup, avec ça, finalement, Parce qu'il peut y avoir aussi cette elle demande-là gère un peu lorsque plus, quoi. l'enfant voit beaucoup Mm. un parent et du coup, il va surinvestir le parent Ouais, mais qui c'est pas voit le moins. cas. Là, c'est Non, pas le cas. c'est pas le cas, parce que non, c'est pas le cas. Bon, Après, après, peut-être qu'il y a une si antériorité qui fait que aussi, peut-être. il y a un sujet. Si pendant longtemps ça a été vous, il y a eu entre guillemets un manque qui fait que bah, du coup, dès que l'autre parent est là, on va beaucoup l'investir. Il peut y avoir de ça. Par contre, une chose est sûre, c'est pas parce que l'enfant a envie d'être avec l'autre parent qu'on va tout laisser faire et de dire ah tu veux l'autre parent, bah d'accord, pas de souci et on se laisse marcher sur les pieds, Mm. etc. Il y a aussi des choses on peut établir et c'est important de pouvoir le dire à les deux parents, de dire bah très bien quand des fois, tu as envie que ce soit papa, etc., dans la mesure du possible, en fonction des choses, pas de souci. Par contre, il y a des fois où papa, il sera en train de faire à manger et c'est moi qui vais te donner le bain. Bah, c'est moi qui vais te donner le bain, en fait. Ça sera comme ça, c'est établi. Je comprends que tu seras déçu, mais c'est très bien. Et puis après, bah, la fois d'après, ça sera papa. Pour que aussi l'enfant comprenne que, encore une fois, le pouvoir, l'autorité, c'est vous qui le détenez. Il peut avoir du pouvoir, mais à sa juste proportion, pas tous les pouvoirs. C'est un petit Oui, peu comme le après, dessert. Il peut choisir entre le yaourt à la pomme, le yaourt à la poire, mais il va pas prendre un tiramisu tous les soirs. Donc, c'est là-dessus où c'est pas toujours facile. Jusqu'où on peut dire oui, jusqu'où on peut en dire non. Là, c'est vous qui allez trouver où est-ce que vous allez mettre votre curseur. Là où c'est OK pour vous de dire, bah, OK, fais ça avec papa et que c'est OK pour vous, d'accord. Par contre, quand vous sentez que là, il y a un petit peu d'abus, faites-vous confiance, votre instinct est souvent le bon. C'est là où il faut dire, bah non, là, c'est stop, là, ça sera moi. Je mm, comprends, bah, tu es déçu, mais et puis que votre conjoint vous soutienne, de dire, bah non, là aussi, c'est avec maman. Là, c'est pas OK. Pour que mm, votre enfant comprenne que bah, la loi, c'est pas elle qui l'applique, c'est mm, vous. mm, mm. Bon, après, je le fais, enfin, c'est ce qu'on fait, hein, mais c'est vrai que c'est un peu usant, c'est tout le temps. Après, c'est compliqué, quoi. Mais elle est maligne parce que elle fait ça aussi pour faire diversion. Aurélie secoue la tête, mais on la connaît bien, la petite.
au Baldwin. Exactement. Après, ça peut être intéressant aussi de se poser en famille et de se dire, voilà, il y a deux, trois sujets. On va pas faire une réunion de 4 heures, hein, parce que l'enfant, au bout de 15 minutes, on l'aura déjà perdu. Mais c'est juste dire, voilà, à partir de maintenant, les fois où tu peux choisir entre papa et maman et les fois où tu ne peux pas choisir. Mm. Il y a des choses qui sont négociables et des choses qui ne sont pas négociables. Et Bon, pourquoi pas, après, on les illustre avec des petits dessins, etc. On fait les règles de vie en famille, on signe ouais, c'est tous ça. ensemble et de se dire, ah, tu te rappelles, ça, c'est non négociable. Ce qui est non, c'est l'heure du coucher. Tous les soirs, on se couche à telle heure, c'est non négociable, ça y est, la petite chouette, elle dort, et ainsi de suite. Ce qui est négociable, c'est pendant les vacances, en effet, se coucher un peu plus tard. Mais il y a des choses qui ne doivent pas bouger et des choses qui peuvent. Mais les enfants ont tendance à vouloir bouger ce qui n'a pas à être bougé. Ah là là. D'autres questions? On est bon? Ah là là, on va bien dormir ce soir. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Eh bien, alors déjà, la première chose, c'est Flore, merci beaucoup pour cette intervention et d'avoir été là et d'avoir répondu à toutes les questions. J'espère, chers parents, que ça vous a aidé, en tout cas, voilà, à peut-être en tout cas mieux comprendre vos enfants ou en tout cas vous donner certaines pistes de réflexion. On vous remercie beaucoup d'avoir été présents pour cette conférence. Voilà, parce que bah, on sait que comme ça, un mardi soir jusqu'à 22h, c'est pas simple. Donc, merci encore à tous et même aux professionnels qui ont été là aussi d'avoir participé à cette conférence. Et puis, de toute façon, bah, je reviendrai vers vous pour vous donner en tout cas les éléments de lecture, le PowerPoint si vous êtes intéressé et également si ça a réussi à fonctionner, l'audio, l'enregistrement, puisque j'ai eu un petit souci de connexion au Oui, il y a début. un Donc, petit moment, mais voilà, ça il y a a eu un fait petit après. raté. C'est pour ça qu'après, j'ai enlevé ma vidéo en me disant, je vais essayer de pas surcharger la bande. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça va rendre quelque chose. Et si c'est le cas, on essaiera de vous le mettre à disposition. Merci à tous et excellente soirée à vous surtout. Bonne soirée! Au revoir.